de l'année 2019. Merci d'être là et d'être fidèle. Un mot pour ceux qui découvrent cette rencontre. Donc c'est un cycle de conférences mis en place en partenariat entre l'école centrale Casablanca et l'Institut français, qui a pour vocation de présenter, donner accès à la recherche actuelle en train de se faire, en invitant de grands scientifiques à venir présenter leurs travaux dans une logique de diffusion au grand public, et avec cette idée que ce qui est en train de se trouver ou d'évoluer en termes de connaissances nous amène à faire évoluer aussi notre regard sur le monde et notre compréhension du passé, du présent et donc de l'avenir. Donc c'est ce lien entre science et société qui nous préoccupe et qui est l'objet de ce cycle de conférences, la place des sciences, voilà, qui est donc le 4e mercredi de chaque mois et qui, je vous l'annonce d'ores et déjà, se poursuit en 2020. Je vais tout de suite céder la parole en le remerciant à Serge Delvedove, qui est directeur adjoint de Centrale Casa et l'animateur, instigateur, co-instigateur de ce cycle de conférences. Je vous souhaite une très belle soirée. Bon, merci Martin. Je crois que vous m'entendez comme ça. Donc je suis ravi de voir que certains... Ah oui, pour la vidéo, il faut le... Bon, voilà. Donc je suis ravi que vous ayez résisté à la tentation du match de foot ce soir. Voilà, pour venir écouter notre rendez-vous mensuel. Alors ce soir, nous changeons complètement d'univers. Jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup parlé de physique, de maths, de mécanique quantique et tout ça. Ce soir, c'est la paléontologie. Donc je suis ravi que Noureddin ait accepté de venir vous parler de ses travaux. Noureddin donc a fait ses études un peu au Maroc et beaucoup en France. Il est aujourd'hui professeur au musée d'histoire naturelle de Paris. C'est un des temples de la paléontologie. Voilà, donc il va vous raconter une belle histoire. Hein. C'est une histoire, l'histoire du Maroc, mais d'une autre manière, à travers les fossiles et puis toute l'histoire des vertébrés. Voilà, donc bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Voilà, tout d'abord, merci à Serge de m'offrir cette opportunité, ce plaisir de partager ma passion, de partager ce que je sais sur la paléontologie marocaine, sur l'histoire de... Je ne vais pas dire de... Oui, c'est un peu des anciens compatriotes qui ont foulé la terre marocaine, même si à l'époque, ça ne s'appelait pas le Maroc. Et je vais également en disant qu'un jour où il y avait un match Real-Barça, j'ai quand même eu des personnes qui sont venues pour m'écouter. Et merci aussi à l'Institut français pour l'accueil et pour également cette opportunité qui m'est offerte pour vous parler de cette histoire. Donc on va faire un voyage dans le temps, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire que normalement, si les choses avaient été normales, vous devez être très au courant de cette histoire. C'est une histoire c'est aussi notre propre histoire. Nous sommes des vertébrés, comme les animaux dont je vais parler, c'est les vertébrés. Et c'est pas par chauvinisme que je ne vais parler que des vertébrés du Maroc, mais c'est une histoire qui est très méconnue. Malgré la grande richesse du Maroc en fossiles, une richesse fossilifère incroyable, inouïe, il reste malheureusement pas très connu. Il est très connu par les spécialistes. Le Maroc il est célèbre pour être le paradis des paléontologues, le paradis des géologues. Mais malheureusement, ce qui fait de lui le paradis des paléontologues n'est pas très bien connu par le grand public marocain. Donc, tous les animaux qu'on va voir, donc je ne vais parler que d'animaux, je suis spécialiste de vertébrés, mais le Maroc, il n'y a pas que les vertébrés, il y a une richesse extraordinaire en ce qui n'est pas vertébré. Donc pour ceux qui ont été à la plage Amafna, ont vu certainement des boutiques où on vend des fossiles, il y a des ammonites, il y a des trilobites, il y a une richesse incroyable.
Ça, c'est pas une liste exhaustive. Donc, si je voulais, c'est une histoire de 400 millions d'années qui est racontée par des dizaines et des dizaines d'espèces qu'on a trouvées au Maroc. Sinon, on aurait eu pour au moins la soirée, et encore. Donc, je vais faire un petit résumé de cette histoire qui a duré depuis 400 millions d'années, et on va ouvrir des fenêtres. Au fur et à mesure dans notre histoire, on va ouvrir des fenêtres pour suivre cette histoire. Donc ce sont des images ponctuelles qui montrent les mondes disparus à travers des paysages marocains et à travers des sites marocains. Le Maroc, on peut reconstituer l'histoire de la vie au-delà des vertébrés, des premières bactéries, où la vie n'était que sous forme de bactéries. Au Maroc, les plus anciens fossiles datent d'environ 1 milliard d'années. 1 milliard, c'est beaucoup. Donc moi je dis 1 milliard, on a du mal à concevoir, mais j'ai quand même dire le paléontologue ne sont pas très riches, mais ils parlent toujours, ils brassent les milliards et les millions. Mais ça reste en millions d'années. Donc les premières fossiles du Maroc sont de 1 milliard d'années, et on peut suivre presque, on continue cette histoire jusqu'à l'homme moderne. Vous avez certainement entendu parler de l'homme de Jebel el-Houd. Jebel el-Houd, c'est le plus ancien homme moderne. Donc maintenant, avant, le berceau de l'humanité était en Éthiopie. Maintenant, je discute avec des collègues français, ils me disent on est tous des descendants de Jebel el-Houd. Et c'est vrai que le Maroc, donc on peut remonter cette histoire d'1 milliard d'années jusqu'à l'homme contemporain, jusqu'à l'homme moderne et toute la faune qui vivait autour. Donc moi je vais partir des plus anciens vertébrés trouvés au Maroc. C'est les plus anciens vertébrés également connus. C'est ce qui est au-dessus. Donc là c'est des fenêtres qui sont ouvertes sur des mondes passés. On va partir d'ici, où la vie où tous les vertébrés étaient marins, et puis on va passer vers la sortie des eaux avec le premier tétrapode, le premier vertébré à 4 pattes, tétrapode, 4 pattes, et puis l'ère des reptiles, le Trias. Et puis ça c'est un ancien de notre famille, c'est un synapside. Nous sommes tous des synapsidas. Avant d'être des mammifères, nous sommes des synapsidas. Les synapsidas, donc nous partageons avec ces animaux-là des caractères communs qui nous permettent de dire qu'on appartient à la même grande famille des synapsidas. Donc les premiers synapsidas, et puis le temps des dinosaures, avec d'autres reptiles, les reptiles marins et les reptiles volants. Et puis après, je m'arrêterai avec les gisements des phosphates. Les phosphates, vous connaissez tous les phosphates, c'est une richesse économique importante pour le Maroc, mais c'est également, on ne parle pas d'une autre richesse qui est la richesse fossilifère. Et on trouve des choses extraordinaires au Maroc. Donc on va voir les images après, vous pouvez les apprécier, et je vais m'arrêter, je ne vais pas aller au-delà, parce que là c'est une autre histoire. Donc je vais m'arrêter quand les dinosaures, quand il y a eu la crise qui avait décimé le groupe des dinosaures, avec l'apparition des premiers mammifères. Prêt pour le voyage? Mais avant de vous parler vertébrés, peut-être que je vais défoncer des portes ouvertes pour certains d'entre vous, je vais expliquer un petit peu le travail du paléontologue. Donc avant de me lancer en disant des mots peut-être barbares comme placodéarme, donc je vais expliquer qu'est-ce que c'est que le métier du paléontologue, quels sont les objets d'étude du paléontologue et quelles sont les approches du paléontologue pour reconstituer cette histoire que je vais vous raconter. Parce qu'il faut des approches scientifiques rigoureuses on trouve un petit beau dos comme ça et puis on en fait un animal entier. Ils s'en foutent, ces paléontologues, ils ont beaucoup d'imagination. Mais pour montrer sur quoi on se base, sur l'actualisme, sur la connaissance de la biologie actuelle pour expliquer la paléobiologie et également pour la connaissance de l'anatomie des animaux anciens. Donc qu'est-ce que c'est que le travail du paléontologue? Quels sont les outils de travail du paléontologue? Je vais vous imposer une partie de mon exposé pour vous placer chronologiquement sur l'histoire que je vais vous raconter. Le paléontologue, c'est un historien. Il raconte une histoire. Et quand on raconte une histoire, par exemple, l'histoire de France, l'histoire du Maroc, donc on donne des âges, 1800 et quelques, 1700, 1500. Et puis, donc là, il faut placer cette histoire dans le grand trame chronologique de l'histoire de la vie. Donc, je vais vous parler des événements, quelques événements majeurs qui ont marqué l'histoire de la vie,
d'après moi. Si, je sais pas moi, si vous invitez un collègue qui travaille au spécialiste des insectes, peut-être qu'il va trouver des étapes très importantes qui ont marqué l'évolution des insectes, parce que les insectes ont fait ceci, en fait. Donc je vais vous parler de certaines étapes majeures qui ont marqué l'histoire de la vie, et puis après, quand on aura fixé cette trame chronologique, donc on va placer, je vais vous dire là, je vais vous parler de cette époque-là, et c'est là où on va donner la parole aux vertébrés fossiles du Maroc. Donc voilà donc ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que c'est qu'un fossile? Introduction à la trame chronologique dans laquelle se place l'histoire, dans laquelle je vais vous parler. Et puis après, on va voir ensemble ce que nous racontent les vertébrés du Maroc à travers l'étau géologique. Qu'est-ce que c'est qu'un fossile? Donc là, vous avez un animal qui est en train de vivre, et le paléontologue, c'est un paléobiologiste. Le paléobiologiste, l'historien, donc il doit reconstituer les mondes disparus. Et tous les indices qu'il peut trouver, ce sont des indices qui peuvent l'aider à reconstituer la vie ancienne et ses paléoenvironnements. Donc là, je vous ai mis une photo d'un iguanodon, d'un dinosaure herbivore, à côté de ses œufs, pour vous montrer que les restes de cet animal-là, ces vertèbres, ce sont des fossiles. Donc là, il n'y a pas de doute, il y a des fossiles. Mais la trace d'activité, ces traces d'activité également sont considérées, et on parle de fossiles parce qu'ils nous aident à comprendre son activité, à comprendre comment il vivait, de quoi il se nourrissait. Donc on trouve également des œufs, donc ces traces d'activité peuvent être des traces de reproduction, ça peut être des traces de ses pas, un dinosaure, un fossile, quand on trouve un fossile, c'est un animal qui est mort. Elle est morte. Mais quand on trace ces empreintes de pas, c'est l'animal qui est vivant. Comment il marchait, quel est son comportement. Je vais vous donner tout à l'heure des exemples que me disent, par exemple, ces empreintes de pas. Et ça, ce sont les coprolites. Les coprolites, ce sont des excréments fossilisés. Les excréments fossilisés, donc un animal, il peut être un végétarien, il peut être un insectivore, et à l'intérieur, il y a des spécialistes d'excréments fossiles. C'est pas mon cas, mais il y a des spécialistes. Et ils trouvent des choses extraordinaires, des reconstitutions de paléoenvironnement. Par exemple, les insectes ont du mal ils ont une structure qui ne leur permet pas de se fossiliser, mais quand il y a des traces d'insectes dans des excréments, ils se conservent, ils se fossilisent. Et ça a une source de renseignement qui est incroyable. Ça me rappelle une petite anecdote que je vais vous raconter. Une fois, c'était à l'Institut français de Marrakech où j'avais fait une petite exposition. Et puis j'avais mis une table et j'ai mis quelques coprolites avec des ossements. Il y a une petite fille qui est venue et il a pris la coprolite. Il m'a dit, monsieur, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, c'est une coprolite. Quoi? Ben, c'est des excréments fossilisés. Ah, il a chanté, puis il a commencé à sentir. Donc, je lui ai dit, c'est fossilisé, vous ne risquez rien. Et ça, les coprolites, ils nous donnent des choses qui sont très, très, très importantes. Maintenant, je passe aux empreintes de pas. Que nous disent les empreintes de pas? Pour ceux parmi vous qui vont prochainement faire le voyage entre Imitanout et Agadir, juste après Imitanout, avant ces 5-10 km d'Imitanout, sur la route nationale, vous allez voir une petite falaise. Malheureusement, il n'y a aucune pancarte, aucun écriteau qui explique ce patrimoine paléontologique. Vous allez voir sur votre gauche, donc faites attention la prochaine fois, vous allez voir plein d'empreintes de dinosaures. Et c'est des empreintes de dinosaures, d'un grand dinosaure herbivore, et ce sont des empreintes qui marchaient dans la même direction. Ça, c'est une donnée qui est extraordinaire. Parce que là, grâce à ces empreintes, qui marchaient d'animaux de grande taille, qui marchaient dans les grandes directions, c'était des dinosaures, ça nous dit que les dinosaures vivaient en troupeau. Avec un ossement fossilisé, on ne peut pas avoir ce renseignement. Et qui dit troupeau dit une certaine organisation sociale. Quels sont les animaux qui vivent en troupeau actuellement? Ce sont les mammifères. Et quand vous regardez le comportement de certains troupeaux, ils ont un mâle ou une femelle dominante avec une hiérarchie dans le groupe. Donc là, les dinosaures, ils avaient un comportement qui est analogue à certains mammifères qui vivent en troupeau. Un autre exemple, on a trouvé ça, c'était en Sibérie, je crois. On avait trouvé des empreintes de grands dinosaures avec les cornes, qu'on appelle le Triceratops, les cératopsidés. Ces empreintes de pas, ils formaient un cercle avec les empreintes les plus grandes qui sont autour et les empreintes les plus petites qui sont au milieu.
Et ça, c'est un comportement de défense de leurs petits qu'on retrouve chez certains mammifères actuels. Le yak, par exemple, quand ils sont attaqués par des loups, ils se mettent en cercle pour défendre leur troupeau. Donc les dinosaures, ils avaient acquis ce comportement qu'ils ont et qu'on peut lire, nous, à travers les empreintes de pas. Donc là, c'est juste pour vous dire quels sont les éléments d'information qu'ont les paléontologues pour raconter leur histoire. Et puis, il n'y a pas que les vertébrés, il y a des restes de plantes aussi. Les plantes, il y a les spécialistes de plantes, les paléobotanistes, donc ils étudient les plantes, et grâce aux plantes, donc on peut y a également l'évolution des plantes. Un collègue peut venir vous parler, c'est une histoire aussi passionnante que l'histoire des animaux. Et avec les paléobotanistes, quand on trouve des restes de plantes, ils nous donnent des renseignements sur les climats anciens. Donc une forêt, maintenant, si vous allez en haute montagne, vous n'allez pas trouver les mêmes plantes que vous trouverez dans la plaine ou dans un milieu désertique. Et là, ce sont des sources de renseignements qui sont importantes pour la reconstitution du paléo-environnement. Et vous avez également ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Certains d'entre vous, ils sont peut-être allergiques au pollen. Le pollen, on ne le voit pas. Mais il y a des centaines, il y a une quantité incroyable de grains de pollen dans les airs. Et les pollens, il y a la palynologie, c'est une discipline qui étudie la palynologie. C'est pas comme les vertébrés, donc on ne fait pas une exposition malheureusement de palynologie, mais ce sont des fossiles qui nous renseignent. Ce sont des fossiles qui sont microscopiques, qu'on étudie en regardant dans un microscope. Et la micropaléontologie également donne des renseignements pour reconstituer l'histoire que je vais vous raconter. Donc il reconstitue les paléo-environnements et il reconstitue les milieux anciens. Donc quelques exemples de fossiles. Donc tous les fossiles que je vous montre, ce sont des fossiles qui ont été trouvés au Maroc. Donc ces fossiles peuvent être des plantes, peuvent être des vertébrés. Donc là c'est un serpent fossilisé qui est trouvé dans les phosphates. Là c'est un poisson fossilisé en vue dorsale qui vient de la région de Goulmima. Un crâne de Jebel del-Houd, en vue latérale, il y a des mosasaures, il y a un crocodile presque entier conservé dans les phosphates. Donc là, ce sont des exemples qu'on peut trouver. Et tous ces exemples-là, là, c'est un arbre fossilisé qu'on a trouvé dans la région de Ouarzazate. Et ça, c'est en vue, il est en train de nous regarder, ça c'est un poisson, donc je vous le présenterai tout à l'heure, ce sont ce qu'on appelle les poissons cuirassés, les placodermes. Ce sont des animaux qui n'avaient pas, ce sont des vertébrés qui n'avaient pas encore de dents, parce que vous avez des dents, mais les premiers vertébrés n'avaient pas de mâchoire, on les appelait les agnates, et puis après ils avaient des vertébrés avec des mâchoires qu'on appelle les gnatostomes, et après il y a les dents. Donc si vous voulez vous présenter, vous allez dire, moi je suis un cordé, vertébré, gnatostome, tétrapode. Et là, quand on donne cette définition, c'est la définition que donne le scientifique pour un groupe. Et quand on donne cette définition, on peut reconstituer notre arbre phylogénétique, notre arbre de la famille. Quand on dit nous sommes, je ne vais pas descendre jusqu'au deutérostomia, parce que en disant deutérostomia, notre proche parent, en tant que deutérostomia, ce sont les oursins. Un oursin qui vit dans la mer, il est plus proche phylogénétiquement de nous que d'un autre invertébré. Parce que c'est pas moi qui le dis, ce sont ses caractères. Nous avons des caractères, chaque caractère qu'on a en nous, il part de notre histoire. Les bras, 5 doigts, nous avons une histoire commune avec les grenouilles, par exemple, avec les lézards, avec les reptiles, parce que nous avons avec un ancêtre commun, que n'ont pas les autres poissons. Et ça, c'est en étudiant ces caractères qu'on peut reconstituer cette histoire. Donc je continue sur ma présentation des fossiles. Vous pouvez également avoir des fossiles qui sont des invertébrés. Donc là, c'est les fossiles que vous pouvez trouver malheureusement en vente sur la page de Mafna. Vous avez des trilobites, vous avez des ammonites. Et là, ce sont des céphalopodes qui viennent de la région d'Al-Foud. Comme je vous l'ai dit, les fossiles également peuvent être des plantes. Donc là, c'est la discipline qui étudie les plantes. C'est la paléobotanique. On peut trouver des troncs fossilisés, comme ici, comme là. Là, c'est un tronc qu'on a trouvé dans la région d'Al-Foud. C'est un arbre qui date de 400 millions d'années. On l'appelle Archaeopteris. Quelle est l'importance de cet arbre? Cet arbre qui nous parle des premières forêts qui se sont formées
sur le globe terrestre. Il date de cette époque-là. Il a été trouvé dans la région d'Al-Foud. C'est un arbre flotté, parce qu'à l'époque, la région d'Al-Foud était couverte par une mer, et c'est un arbre qui a dû flotter, qui a dû se déposer quelque part, couvert par des sédiments. Il s'est fossilisé. On peut trouver des branches feuillées. Ces branches feuillées viennent de la région de Khnifra, le bassin de Khnifra. Et ce que vous voyez là, je défie quiconque de me dire qu'est-ce que c'est que ça. Je vous donne 1 heure. Non, je ne vous donne pas 1 heure. C'est pas le courant de l'eau. C'est microscopique. C'est du bois fossilisé. Et ce que vous voyez là, c'est vrai, j'ai fait exprès de ne pas montrer l'échelle. Ce que vous voyez là, ce sont des cellules végétales. C'est pour vous dire que la conservation, parfois, peut aller même jusqu'au niveau cellulaire. Il y a des disciplines en paléontologie où il y a les paléohistologistes. Moi, je suis un anatomiste. Je travaille sur l'anatomie. J'étudie l'anatomie des animaux, les os, comment ils sont faits, et essayer de trouver des caractères qui peuvent nous parler d'une certaine histoire. Et là, même au niveau cellulaire, ils sont tellement bien conservés qu'on les monte sur lamelle. Et ce que vous voyez là, ce sont des cellules végétales. Et en paléontologie, il y a une application à cette étude paléohistologique. Par exemple, si vous prenez une sirène, ce sont des mammifères qui vivent dans l'eau. Une sirène, son os, il est plus dense que l'os d'un mammifère qui vit sur la vie terrestre. Pourquoi c'est plus dense? Parce que c'est un animal aquatique, marin, qui passe tout son temps dans l'eau. Et s'il était léger comme un oiseau, il va flotter. Ça peut être très drôle. Donc ceux qui font de la plongée, ils mettent du plomb pour pouvoir plonger eux. Leurs os sont plombés. Ils sont plus denses. Et quand on fait des études comme ça, on voit un os plus dense. Pour le paléontologue que je suis, quand on fait des coupes pour faire de la paléohistologie, on peut avoir une idée sur leur mode de vie. Est-ce que c'était des animaux qui vivaient dans l'eau? Est-ce que c'était des animaux qui ne vivaient pas dans l'eau? On peut également trouver autre chose, et ça ici, la paléohistologie, avec ça on peut aussi étudier la paléophysiologie. Quand on regarde l'os d'un mammifère, il ne grandit pas de la même façon qu'un os d'un reptile, parce que nous sommes des animaux à sang chaud. Notre température elle est constante, et le développement, la formation du tissu osseux n'est pas influencé par la température externe, alors que chez les reptiles, quand il fait froid, quand son métabolisme ne marche pas bien, les collègues qui travaillent sur la paléohistologie, ils peuvent lire ça sur leur structure osseuse. Donc il y a une discipline qui étudient ça et qui peuvent nous donner un renseignement sur est-ce que c'était des animaux avec un métabolisme intense ou avec un bas métabolisme, avec des implications sur sa paléophysiologie. Est-ce que c'était un animal à sang chaud ou un animal à sang froid? Il y a un exemple que je vais vous citer, parce que je le connais, parce que c'est un animal qui s'appelle Azendosaurus. Azendosaurus d'un village berbère qui s'appelle Azendouh. Et dans ce village Azendouh, on a trouvé cet animal, Azendosaurus, Azendouh. Donc moi je le prononce comme français, mais normalement c'est Azendosaurus. Et Azendosaurus, c'est un animal qui est c'est un lointain parent des archosaures. Les archosaures, c'est le groupe des crocodiles, le groupe des dinosaures. Les dinosaures, on pense que les dinosaures, c'était des animaux à sang chaud. On le pense parce que c'était des animaux qui avaient une grande activité, c'était des animaux qui vivaient dans des latitudes où il faisait souvent froid. Et également, on le pense parce que leur os, il avait une certaine construction qui rappelait les animaux à sang chaud. Et cet Azendosaurus, qui est encore plus primitif, si on veut dire que les crocodiles actuels, c'était un animal. L'étude qu'on a faite sur cet animal-là a montré que Azendosaurus, même s'il était plus primitif que le crocodile, c'est un animal à sang chaud. Donc cette aptitude à avoir une température constante, elle a été acquise chez ce groupe-là, indépendamment de nous, parce que nous fonctionnons différemment. Donc on a eu cette adaptation différemment, la lignée des dinosaures et la lignée des mammifères. Et ça nous a fait penser que, donc, grâce à ça, on a trouvé qu'on a placé un âge minimal,
c'est ce qu'on appelle un âge minimal, de l'apparition du sang chaud chez les reptiles. Les crocodiles sont des animaux à sang froid. Donc l'hypothèse la plus économique, ça influe la pensée quand on reconstitue un arbre. Donc il faut, la pensée la plus économique, c'est de penser que le sang chaud est apparu bien avant les crocos, et les crocodiles ont secondairement perdu cette aptitude à chauffer leur organisme. Donc je ferme la parenthèse, une parenthèse que j'ai ouverte en vous expliquant qu'on peut dire beaucoup de choses à partir des cellules des fossiles, et que les cellules peuvent se conserver, ils peuvent être étudiés et observés. Là, c'est un exemple du travail du paléontologue. Ça, c'est un RS d'un... Quand vous voyez ça comme ça, vous dites, ça, c'est quelque chose. Ce sont les restes d'un crâne, d'un reptile qu'on appelle un parareptile. Para, ça veut dire à côté des reptiles. C'est un groupe qui a complètement disparu maintenant, et c'était le groupe frère. Le groupe frère, c'est le groupe le plus proche des reptiles actuels. Et le paléontologue, quand il voit ça, il étudie, il essaie de décortiquer les éléments, de les comprendre, comment ils se montaient, et nous adorons faire les puzzles. Donc on a fait le puzzle de cet animal, et on a pu le reconstituer. Donc là, c'est le crâne, avec les orbites qui sont là, avec la narine, l'emplacement de la narine qui est là. Là, ce sont les dents. Et là, c'est l'os jugal. Nous avons un os qu'on appelle l'os jugal. Chez ces animaux-là, qu'on appelle les paréasaures, ils avaient un os jugal qui était très développé et projeté ventralement. Dès qu'on voit ça, on dit c'est certainement un paréasaure. C'est parce que c'est un caractère distinctif de ces animaux. Ils avaient un crâne comme le casque de Dark Vador. Vous connaissez Dark Vador de la guerre des étoiles? Donc il a un casque avec un truc qui descend. Et là, donc il avait une tête de Dark Vador. Et ces animaux-là sont caractérisés par ce crâne-là. Et c'était des végétariens. Donc là, ce sont ces dents. Et ces dents-là, ce sont des dents qui sont denticulées, qui sont caractéristiques, qu'on retrouve que chez les formes qui se nourrissaient de végétaux. On peut aller plus loin dans la reconstitution de cet animal. J'ai mis en orange les éléments qu'on a trouvés sur le terrain et qui ont été étudiés et qu'on connaît de l'animal. Donc là, on peut faire une reconstitution de l'animal en nous basant sur les connaissances déjà qu'on sait sur le groupe. Ces animaux-là, ils avaient un crâne à la Dark Vador, et puis ils avaient au niveau de la mâchoire inférieure, ils avaient une petite bosse ici. Donc la mâchoire inférieure n'est pas connue chez cet animal-là, qu'on a appelé Arganaceras. Pourquoi Arganaceras? Parce qu'on a trouvé à côté d'un village qui s'appelle l'Argana, dans le Haut-Atlas. Et Ceras parce qu'il se caractérisait par la présence de ces cornes. Donc c'est le cornu de l'Argana. Donc le Maroc, il a son Arganaceras. Et là, ce sont les restes qui nous ont permis de le reconstituer. Les vertèbres ici, les vertèbres du dos avec les vertèbres sacrées, les vertèbres de la queue, membre antérieur, postérieur, etc. Et on peut aller plus loin dans la reconstitution. Ça, c'est le repos du guerrier du paléontologue. C'est quand il essaie avec des artistes, en s'aidant d'artistes, de donner vie à cet animal. Et là, c'est un artiste que je connais, qui est un excellent paléoartiste, c'est lui qui nous a fait cette reconstitution de l'Arganaceras. Et quand on fait la reconstitution, donc c'est en se basant sur il y a beaucoup d'une part d'actualisme. Je ne peux pas vous dire maintenant que l'Arganaceras, il avait ses écailles, mais on essaie un petit peu de donner en basant sur ce qui est connu sur les reptiles à l'époque, et on essaie de le reconstituer dans son paléoenvironnement avec des plantes, qui sont connues dans la région et qu'on a étudiées. Donc là, c'est le travail final pour transmettre la connaissance, pour partager la connaissance sur une vie ancienne. Donc maintenant, après cette petite introduction, on va parler en millions d'années, en milliards d'années. Donc vous pouvez mettre un petit peu la trame chronologique dans laquelle je vais vous parler. Donc là, en colonne, cette colonne-là, on va remonter le temps. En partant de l'instant 0, l'instant 0 c'est 4,55 milliards d'années, et qui correspond à l'âge de la formation de la Terre. Donc la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Il y a toute cette période-là qu'on appelle le cryptozoïque. Il porte d'autres noms, mais le plus simple, moi je vais utiliser cryptozoïque.
Et puis il y a cette époque-là, qui a 0,5 milliard d'années. C'est là où nous sommes ici, c'est l'actuel. Et cette époque-là, on appelle le Phanérozoïque. Cryptozoïque, cryptos, ça veut dire caché. C'est l'époque où la vie était cachée. La vie était présente ici. Et puis à partir d'un moment dont on va parler tout à l'heure, à partir du Cambrien, il va se passer quelque chose. Tout à coup, brusquement, dans les archives fossiles, dans les sédiments, on trouve une multitude d'êtres vivants multicellulaires qu'on peut voir à l'œil nu. Et cette époque-là, donc c'est le point de départ d'une époque géologique qu'on appelle l'ère de la vie apparente, de la vie qu'on peut voir. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période-là. Quelles sont les étapes majeures qui ont marqué, qui ont ponctué l'histoire de la vie. Voilà, on a survolé vite fait. Je vais vous parler de certains événements que moi je pense sont importants, qui ont marqué l'histoire de la vie. Et puis après, mon histoire, celle que je vais vous raconter, elle commence ici. Il commence au Phanérozoïque, ici. Donc là, c'est une illustration qu'on trouve dans beaucoup de livres d'images qui montre la grandeur des temps géologiques avec les 4,5 milliards d'années. Beaucoup de choses se sont passées. Et c'est petit à petit qu'on commence à voir des choses dans les sédiments. Et c'est à partir de cette époque, ça c'est le début du Cambrien, du Phanérozoïque, que les sédiments, on peut voir les empreintes de l'homme. Donc ça illustre très bien ce que je viens de vous dire, le cryptozoïque, cryptos, et le Phanérozoïque. Quelles sont les étapes majeures qui ont... Déjà, quand est-ce que la vie est apparue sur Terre? Le plus ancien indice de l'apparition de la vie sur Terre, ce n'est pas une preuve directe, mais c'est une preuve indirecte. C'est une preuve qui nous est donnée par les géochimistes. Et cette preuve donnée par les géochimistes, il date de 3,8 milliards d'années. On ne voit pas cette vie, mais on voit les restes de son activité. Parce qu'il y a deux types de chimie. Il y a la chimie du vivant, qui ne fonctionne pas de la même façon que la chimie qu'on trouve en dehors du cellule vivante. Du cellule vivante, vous avez une seule chimie qui lui est propre, c'est la chimie du vivant. Et les cellules, quand elles sont vivantes dans leur paléoenvironnement, ils laissent des traces, on peut déceler, ou les géochimistes peuvent déceler des traces de cette chimie du vivant dans les sédiments, par un dosage du carbone 12 et du carbone 13. Et la vie, il utilise de préférence l'isotope, la forme du carbone qui est la plus légère. Et quand on voit la variation, le rapport entre ces deux carbones, le géochimiste, il a la certitude, il peut supposer qu'à cette époque-là, il y avait une chimie du vivant. Donc on n'a pas une preuve directe, mais une preuve indirecte qui nous permet maintenant de dire, de placer un âge minimal. Parce que le fossile, il donne un âge minimal. C'est pas apparu là, mais au moins à cette époque-là. Et au moins à cette époque-là, donc on peut trouver d'autres sédiments qui seraient plus anciens, dans lesquels on peut déceler cette chimie du vivant. Mais pour l'instant, la plus ancienne trace du vivant, c'est à 3,8 milliards d'années. Maintenant, la preuve directe de l'apparition de la vie sur Terre, il nous est donné par ces structures-là. Là, c'est comme un chou. Un chou, si vous allez vous promener dans la région de Zagora, la prochaine fois si vous allez à Zagora, juste après le village de Zagora, vous avez une formation avec comme des petites bosses, et quand ils sont coupés, quand ils sont en coupe transversale, vous allez voir plein de petites strates concentrées, comme un chou. Et les paléontologues se sont toujours posé la question, est-ce que c'est une formation sédimentaire? Quelle est l'origine de cette formation qui a cette particularité? Jusqu'au jour, on a trouvé des stromatolites qui se forment maintenant. Sur les côtes d'Australie, on a des stromatolites qui ont la même forme de ces animaux. Quand on les coupe, si on coupe ces structures-là, on va trouver cette formation qui est comme ça. Et puis, on a fait des lames et lamelles,
quand on a étudié ça, ce sont des formations sédimentaires, mais qui sont générées par une activité bactérienne. Ce sont certaines bactéries qu'on appelle les cyanophycées qui captent le calcaire dans l'eau, qui se déposent, et au fur et à mesure, ils forment cette structure qui est arrondie avec plusieurs lamelles. Donc là, ce sont les stromatolites. Et les stromatolites sont les plus anciennes preuves observables de l'apparition de la vie sur Terre. Et les stromatolites dont je viens de vous parler, qui sont dans la région de Zabora, ils datent d'environ 700 millions d'années. Les plus anciens stromatolites connus, ils sont âgés de 3,4,5 milliards d'années. Donc là, c'est la preuve, on a une preuve directe, observable, datée, que la vie sous forme de bactéries existait sur Terre il y a 3,45 milliards d'années. Là, on passe également à la géochimie. À la géochimie, donc on parle de la géochimie, on a trouvé dans certaines roches, surtout dans la prospection pétrolière, on fait ce qu'on appelle des carottes pour chercher le pétrole. Et on étudie, donc on analyse ces carottes pour voir est-ce que le terrain sur lequel on a prélevé ces carottes, on fait plein d'analyses. Les paléontologues n'ont pas les moyens de faire des carottes, mais ils ont les moyens de faire ces analyses et ils peuvent trouver faire des découvertes fortuites, comme par exemple la présence de ce qu'on appelle les stéranes. Et les stéranes, ce sont les dérivés de la membrane de certaines cellules qu'on appelle les cellules eucaryotes. Et c'est quoi une cellule eucaryote? Ça veut dire un vrai noyau. Et nous sommes faits par des cellules eucaryotes. Par rapport en comparaison avec les bactéries ne sont pas des eucaryotes. Les bactéries sont des prokaryotes. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, je parlais de bactéries qui ont construit ces stromatolites. La vie, pendant longtemps sur Terre, elle a existé sous forme unicellulaire, sous forme de bactéries. Et brusquement, donc il y a eu ce changement. Donc l'histoire, moi je ne vais pas vous donner le processus, je ne vais pas vous dire comment ça s'est fait. Le travail des paléontologues, c'est un travail d'historien. Donc je raconte une histoire, mais on peut faire des études, on peut avoir des hypothèses. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a cette stérane-là, qui est dans la membrane des cellules eucaryotes. Donc là, on a la certitude que les premiers eucaryotes, c'est-à-dire les premières cellules avec un noyau qui contient le matériel génétique qui est englobé dans une membrane, la membrane karyotique, la membrane du noyau, donc ils sont apparus il y a 1,8 milliard d'années. Donc ça, c'est heureusement pour nous, parce que si ces cellules eucaryotes n'étaient pas apparues là, peut-être qu'on ne serait pas là, nous, qu'il y aurait une autre... Je ne sais pas, donc mon collègue Albani, il a fait une découverte aussi extraordinaire, il a trouvé des cellules qui sont beaucoup plus anciennes, mais qui étaient complexes. Tout à l'heure, je sors, donc j'ouvre une parenthèse que je n'aurais pas dû ouvrir. Je vais vous parler tout à l'heure du travail de M. Albani. Donc là, pour le moment, il faut savoir que les premiers eucaryotes, preuve indirecte par la géochimie, datent de 1,8 milliard d'années. Maintenant, les preuves directes de l'apparition, donc avant de parler de preuves directes, c'est juste un petit schéma pour vous montrer la différence entre une cellule prokaryote, une bactérie, et une cellule eucaryote avec un noyau, qui est le matériel génétique qui est entouré par une membrane nucléaire. Ce sont des cellules plus complexes, c'est une plus grande, et grâce à ces cellules, donc vous verrez plus tard, donc on peut arriver à une reproduction sexuée qui a fait accélérer l'évolution. Donc pour le moment, vous retenez que ce passage de la vie prokaryote à une cellule eucaryote, c'est l'une des séparations les plus importantes de la vie. Le passage d'une cellule de type bactérie vers une cellule de type avec un vrai noyau entouré par une membrane. Et là, c'est toujours les sédiments fossiles. Et là, ce sont ces structures-là qu'on appelle les acritarches. Les acritarches, ce sont des cellules microscopiques qu'on trouve dans les sédiments. Et les acritarches, ce sont des microfossiles avec une paroi organique qui suggère qu'il y avait une reproduction sexuée. C'est un mode de persistance dans les sédiments qui prouvent que ce sont des structures qui sont issues d'une reproduction sexuée, et qui dit reproduction sexuée du eucaryote. Et là, ces acritarches qui datent de 1,8 milliard d'années sont les plus anciennes preuves directes de l'apparition des cellules eucaryotes.
cellules avec un vrai noyau. Et puis, encore plus loin, 650 millions d'années, on a trouvé en Chine, dans des sédiments en Chine, des cellules en cours de reproduction. Ce sont des gastrula, des blastula, et là, ce sont à 180 millions d'années, donc ça veut dire qu'on est à un niveau d'une vie pluricellulaire, d'organismes formés par plusieurs cellules, comme nous. Parce qu'on peut avoir des cellules eucaryotes, mais qui sont unicellulaires. Et là, nous avons ici la preuve de l'apparition des premiers êtres eucaryotes formés par plusieurs cellules, des métazoaires. Les métazoaires, en comparaison par les protozoaires, les métazoaires, ce n'est pas uniquement des organismes formés par l'agrégation de plusieurs cellules, mais plusieurs cellules qui se différencient. Chaque cellule dans cet organisme va avoir un rôle qui lui est propre. Donc c'est ça la définition des métazoaires. Nous, sont faits par plusieurs cellules, mais les cellules du cœur n'ont pas la même fonction que les cellules des poumons, les cellules de la peau. Donc c'est la spécialisation des cellules dans une fonction déterminée. Et ça, c'est quelque chose d'important dans l'histoire évolutive de la vie sur Terre. Donc nous avons ici les premiers métazoaires qui datent de 580 millions d'années. Et puis, après, donc là c'est un récapitulatif. Donc on parle de cette faune-là, la faune d'Ediacara. Vous avez tous, ou certains d'entre vous, ont entendu parler de la faune d'Ediacara, parce qu'on l'a trouvé en Australie, dans une montagne qu'on appelle l'Ediacara. Et là on trouve les premiers organismes avec pluricellulaires, de grande taille, observables à l'œil nu. Et cette faune d'Ediacara, il n'y a pas de squelette externe, ce sont des individus à corps mou. Il y a certains animaux qui évoquent certains représentants de groupes actuels, comme les arthropodes, mais la plupart de cette faune, c'est une faune qui était propre à elle, c'est une faune qui n'a pas d'équivalent actuel. Et cette faune, elle a complètement disparu juste avant les 541 millions d'années. Donc là, c'est la première extinction en masse. Donc on vous a enseigné à l'école qu'il y a 5 grandes crises biologiques, des crises majeures dans l'histoire de la vie. Malheureusement, on est en train de vivre la 6e. Donc vous entendez dans la presse la 6e crise biotique, parce que maintenant, l'homme avec son activité, il a un impact très négatif sur la biodiversité. Là maintenant, on est en train de vivre une 6e crise. Mais dans le temps géologique, on parle de 5 crises dans le Phanérozoïque. Mais juste avant le Phanérozoïque, il y avait cette crise qui avait entraîné la disparition de cette faune, la faune d'Ediacara. Dans n'importe quel ouvrage de paléontologie, de vulgarisation, donc vous entendrez parler de la faune d'Ediacara, qui est la première faune qu'on voit avec des organismes qui sont multicellulaires. Et là, je vais vous parler d'une découverte qui a été faite par un collègue marocain qui travaille à Poitiers et qui travaille au Gabon. Et lui, il a trouvé au Gabon, il y a 2,1 milliards d'années, si vous vous rappelez, quand je vous ai raconté les êtres pluricellulaires, nous, on les a mis ici. Alors que lui, il a trouvé, dans des sédiments vieux de 2,1 milliards d'années, ce qui pourrait être interprété comme des êtres pluricellulaires, comme des êtres complexes. Et là, il a écrit une nouvelle page dans l'histoire de la vie sur Terre. Et on ne peut pas dire, parce qu'il y a certains collègues qui disent c'est peut-être que sédimentaire. Non, la géochimie a montré que ce sont des animaux qui avaient une activité biologique. Il y avait la chimie du vivant ici. Donc là, c'est le premier être complexe qui ont existé. Les plus anciens métazoaires, on ne sait pas, on ne peut pas parler de métazoaires parce qu'on n'est pas sûr que ces organismes-là étaient formés par des eucaryotes. Peut-être que les bactéries formaient des agrégats ou formaient des organismes complexes à cette époque-là. Malheureusement, malheureusement. Donc là, ces êtres pluricellulaires, donc on les connaît ici, mais on ne les connaît plus ailleurs. Donc ils ne se sont pas prolongés dans le temps. Donc ils ont vécu pendant une certaine période, et puis après ils ont disparu. Les recherches qui sont faites sur ces animaux ont constaté que cette prolifération de cette vie-là, il a coïncidé avec une montée du taux d'oxygène dans l'atmosphère. Une augmentation du taux d'oxygène, ça a permis à cette vie de proliférer
d'avoir ces organismes pluricellulaires, puis après, brusquement, il y a eu une chute du taux d'oxygène dans l'atmosphère qui a fait que cette faune-là n'a pas survécu. Et puis, les prokaryotes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils continuent leur évolution jusqu'à l'apparition des premières cellules avec un vrai noyau. Ça cette trame narrative nous ramène ici à 541 millions d'années, 0,5 milliards d'années. Oui, c'est passé quelque chose. Ici, au début du Phénérozoïque, marqué par une flèche. Il s'est passé ce qu'on appelle une explosion cambrienne. Donc vous tapez sur Internet explosion cambrienne et vous aurez des pages entières qui expliquent qu'est-ce que c'est que l'explosion cambrienne. On l'appelle l'explosion cambrienne parce que ce Phénérozoïque il commence par une époque géologique qu'on appelle le Cambrien. Donc le Cambrien, par référence au Cambrien, il y a cette explosion cambrienne qu'on appelle même le Big Bang de la vie. Donc, tout le monde connaît ce que c'est le Big Bang. L'univers, la naissance de l'univers, c'est le Big Bang. Et là, c'est le Big Bang de la vie, et c'est pas une exagération quand on parle de Big Bang de la vie. Pourquoi? Donc, c'est l'explosion cambrienne. Pourquoi le Big Bang de la vie? Parce que tous les types d'organisations qu'on trouve actuellement dans l'histoire, dans notre environnement, qui forment la biodiversité animale, ont brusquement, brutalement apparu pendant cette époque. Nous sommes des vertébrés, mais avant d'être des vertébrés, nous sommes des cordés. Et les premiers cordés, les premiers représentants de notre lignée, est apparu au Cambrien, l'explosion cambrienne. Les premiers lamellibranches, les premiers arthropodes, les premiers annélides, les premiers mollusques, les premiers cnidaires, les premiers vers plats. Donc la vie, plus tard, le nombre d'espèces a augmenté. Maintenant, quand on voit le nombre d'espèces, il est énorme. Mais à cette époque-là, brusquement, dans les archives fossiles, apparition de toutes les formes de vie qu'on connaît actuellement. Mais il n'y avait pas que ça. C'est ça qui est extraordinaire. Il y avait des animaux qui n'ont aucun équivalent actuel. Je vous conseille vivement ce livre qui a été écrit par Stéphane Gigould, un paléontologue américain, La vie est belle, qui parle, qui rend hommage à cette vie du Cambrien, à l'explosion cambrienne. Et là, vous pouvez voir cet animal qu'on appelle Hallucigenia. C'est-à-dire le paléontologue qui l'a étudié l'a trouvé tellement bizarre qu'il a dit, mais j'hallucine. Et il l'a appelé Hallucigenia. Lui, il s'appelle Anomalocaris. C'est une anomalie. Donc, ça s'appelle. Si vous donnez l'impression qu'a fait la découverte de cette faune sur les paléontologues. Donc, en plus des organismes qui nous ont donné, nous, plus toute la biodiversité animale qu'on trouve actuellement, on trouve d'autres organismes qui n'ont aucun équivalent. C'est comme si la nature s'amusait à créer, à former, il y avait des conditions idéales peut-être pour cette explosion cambrienne, où la vie faisait plein de variétés différentes de la vie de métazoaires. Et certains auraient disparu, comme Anomalocaris, comme cette Mirella, comme cette Hallucigenia, comme cette Opabina, sont restés ceux qui nous ont donné, qui ont donné naissance à la biodiversité actuelle. C'est pourquoi on parle d'explosion cambrienne. Il y a une histoire de l'évolution des vertébrés. Il commence avec lui, Pikea. Pikea, il est comme nous. C'est un animal il a une symétrie, il a une orientation antéro-postérieure, comme nous. Ce sont des animaux bilatériens, comme nous, symétrie bilatérale. Ce sont des animaux qui sont des crâniates. Crâniates, ça veut dire que tous les organes du sens sont au niveau du crâne, vers l'avant. Ce sont des animaux qui ont un système nerveux en position dorsale, comme nous. Mais si vous observez un escargot, son système nerveux, il est en position ventrale par rapport au type digestif. Nous, on a un type digestif en position ventrale. Donc cet animal-là, il a toutes les caractéristiques qu'il nous faut. Et on peut dire qu'on partage un ancêtre commun avec cet animal-là, et tout le groupe des vertébrés, les cordés, dérivent des animaux qui sont là. Donc notre groupe est apparu à cette époque cambrienne.
Donc c'est l'idée qu'on se fait, donc et à partir de ça, je vais introduire un site fabuleux marocain qui remet en cause cette façon de voir les choses avec l'explosion cambrienne. On pensait jusqu'aux années 90 qu'il y avait cette explosion cambrienne. Beaucoup de types d'organisations sont apparues comme ça brusquement dans le temps, avec les représentants de toutes les formes qui existent actuellement, avec d'autres formes, comme Lucie Génia, comme Anouma Locaris, comme Opabinia, comme Marina, qui n'ont aucun équivalent. C'est comme si vous comprenez, c'est comme s'il y avait un ingénieur qui fabriquait des voitures à l'époque. Donc maintenant, toutes les voitures, elles ont 4 roues, avec un volant à l'avant, un conducteur. C'est comme si un ingénieur s'amusait à faire des voitures avec 3 roues, avec 2 roues, c'est des choses extraordinaires. Et maintenant, on a une infinité de formes de voitures, mais qui sont toutes construites selon le même modèle. C'est la même chose. Donc la vie, il est apparu avec des formes extraordinaires. Par exemple, lui, Opabina, lui, il avait une trompe avec des pinces et 5 yeux. Il n'y a pas son équivalent actuel. Et ces animaux-là, on pensait qu'ils ont disparu à cette époque-là en Cambrien. Et l'Ordovicien, c'est l'époque géologique qui est venue juste après. Il a connu un boom aussi de diversification, que les animaux qui ont survécu à la disparition de ceux qui n'ont pas pu survivre. Et, par exemple, lui, juste aussi pour vous montrer comment les chercheurs peuvent être bornés, même un chercheur qui se dit avec une pensée scientifique libre, et il regarde les choses avec les œillères de sa formation. Les premiers chercheurs américains qui ont étudié ces animaux-là, parce que ce sont des animaux qui sont formés aplatis. Il faut leur trouver des circonstances atténuantes quand même, ces scientifiques. Ils ne sont pas aussi bien conservés que ça. Ce sont des fossiles qui sont pas en... Voilà, j'ai un gamin qui a un livre avec Anouma Locaris. Et les premiers chercheurs qui ont trouvé ça, ils pensaient qu'ils avaient trouvé, parce que c'est dans un même sédiment, des restes d'une crevette, les restes d'une méduse, et à côté il y avait les restes d'un arthropode. Ce n'est que dans les années 80 que d'autres chercheurs, avec d'autres moyens d'observation, ils ont prouvé qu'il s'agit d'un même animal qui avait des appendices sous forme de crevettes, et ça c'était sa bouche, et c'était un animal qui était extraordinaire, qui est Anouma Locaris. Donc on pensait que ces animaux-là ont disparu au Cambrien, l'époque cambrienne, et à l'Ordovicien, on avait les faunes qui nous est plus familières. Sauf que dans la région de Fezouata, que je vous montre ici, donc là vous avez le Cambrien qu'on voit ici, le Cambrien, qui peut être subdivisé en plusieurs étages. Et après le Cambrien, il y a l'Ordovicien. Et bien figurez-vous que là, au niveau de l'Ordovicien, on a trouvé ça. On a trouvé un Anomalocaridae, c'est-à-dire les faunes qu'on pensait disparues, on l'a trouvé dans l'Ordovicien. On a trouvé des marélomorphes, et là, ce n'est pas une liste exhaustive, donc on a trouvé des choses extraordinaires. Chaque année vient avec son lot de découvertes. Mais maintenant, je suis en train de vous parler, je suis sûr qu'il y a des collègues qui ont trouvé des choses, qui sont en train de les étudier. À Marrakech, on a une belle collection maintenant de ces animaux-là qui ont été trouvés dans la région de Fezouata. Ce qui est extraordinaire chez cet animal-là, il a la même, c'est un Anomalocaridae, mais il n'est pas comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous vous rappelez, lui, il avait des sortes de crevettes, hein, des appendices. Alors que lui, il était grand de 2 mètres de long. Et ça, c'était un géant à l'époque. C'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir un animal à l'époque de 2 mètres. Il n'avait pas de dents. C'était un animal filtreur, comme les baleines actuelles. Et tous les animaux filtreurs, qui sont adaptés à un mode de vie filtreur, qui se nourrissent de plancton, ce sont les animaux qui ont une grande taille. Les baleines sont les animaux filtreurs. La baleine bleue, c'est le vertébré le plus grand que la Terre ait jamais porté. Le requin-baleine est également énorme. Et dans les archives fossiles, on trouve des poissons filtreurs, on trouve des ichthyosaures filtreurs, ils sont tous de la même taille. Donc ça montre que dès l'époque à l'Ordovicien, ces organismes-là, l'environnement commençait à ressembler un petit peu à ce qu'on voit actuellement avec un plancton et avec des animaux filtreurs. Et ça nous est donné par Fezouata.
Rien que pour elle, la région de Fezouata mérite un petit musée qui explique cet apport fabuleux à la connaissance de l'histoire de la vie, avec toute cette faune qui nous livre. Et ce qui est fabuleux dans la faune de Fezouata, ce sont des modes de conservation exceptionnels. Exceptionnels parce que les animaux, il n'y a pas que les parties dures qui sont conservées, mais même les parties molles. Ce sont des conditions de fossilisation qui sont très rares. Et heureusement, Fezouata, il a à l'époque présenté ces conditions, donc on a une faune qui est extraordinaire maintenant et qui nous livre son histoire. Et ce qu'il nous dit Fezouata, il nous dit que les animaux, les espèces qu'on croyait disparues au Cambrien, non, ils n'ont pas disparu, ils ont continué à exister, ils ont disparu plus tard. Donc ils sont restés là, mais ils ont disparu plus tard. Et Fezouata nous montre que même ces animaux-là, donc il y avait des géants qui avaient 2 mètres de long. Donc maintenant, on va passer aux vertébrés. Donc la partie que j'aime le plus. Et là, c'est une carte d'une partie du Maroc, le nord du Maroc. Et cette carte, elle est particulière parce que c'est une carte géologique. Il y a plusieurs types de cartes. Vous pouvez avoir des cartes routières qui montrent les routes, les cartes hydrométriques qui montrent l'hydrométrie, et puis vous avez des cartes géologiques. Qu'est-ce qu'ils sont, ces cartes géologiques? Ils sont très colorées. Et ce coloriage n'est pas fait n'importe comment. Donc pour les géologues, pour les amateurs de la géologie, cette carte nous parle. Il nous dit par exemple que ça, c'est ce que vous voyez là en bleu, ce sont les montagnes qui affleurent ici, ils ont un âge jurassique. Jurassic Park, tout le monde avait Jurassic Park. Donc c'est un âge où les dinosaures existaient. Et on trouve plein de dinosaures ici au Jurassique. Donc là, le Haut Atlas. Donc cette carte-là, par exemple, si je trouve un fossile ici, ben je prends la carte et je regarde. Ben, ce fossile, c'est un animal qui a vécu au Jurassique. Si c'est une grosse vertèbre, c'est déjà un indice. On ne va pas dire que c'est un gros mammifère, c'est peut-être un grand reptile, un grand dinosaure. Et puis chaque région, il est connu aussi, donc on fait des cartes géologiques plus détaillées. Donc là, c'est la carte géologique du Maroc. Et comme vous pouvez le voir, chaque région du Maroc raconte une histoire qui lui est propre. Vous pouvez vous amuser à aller sur Internet et vous faites carte géologique au hasard. Là, nous sommes dans l'Institut français, faites la carte géologique française de France. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de couleurs. Beaucoup moins de couleurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de fenêtres sur la passerelle. Du Maroc, il y a cette grande diversité de couleurs. Là, c'est le paléozoïque, là, c'est le mésozoïque, là, c'est le début du mésozoïque. Les phosphates, c'est le Crétacé. Là, c'est les gisements des Kenken, les Crétacés, c'est la fin, c'est la dernière étape des dinosaures non volants. Donc, on va voyager dans le temps et à travers le Maroc. Donc, pour chaque région, on va aller dans cette région du Maroc avec un contexte paléogéographique différent. Parce que l'histoire de la Terre, l'histoire de la vie, il va de pair avec l'histoire de la Terre. C'est pas pour rien qu'on parle de paléozoïque. Paléo, ça veut dire la vie ancienne, la vie moyenne, la vie récente, la cryptozoïque, mésozoïque. Ça veut dire que les géologues qui ont étudié les plantes à l'époque, ils ont trouvé, ou les animaux de l'époque, ils ont trouvé que chaque époque géologique, elle est caractérisée par sa faune. Et les âges de la Terre sont nommés par l'évolution de la vie. C'est tellement imbriqué l'une dans l'autre. Et ce sont ces mouvements de continents qu'on peut voir ici. Par exemple, le Maroc, là, le Maroc, il est au milieu d'un continent qu'on appelle la Pongée. Tous les continents formaient une masse continentale unique. Donc les fossiles de cette époque-là nous renseignent sur la géographie de l'époque. Donc on va faire des petites haltes, donc dans plusieurs régions du Maroc, en partant du Dévonien de cette époque-là, on va vers le Carbonifère, le Permien, le Trias, le Jurassique, le Crétacé, jusqu'à l'Éocène. Et on va ouvrir des fenêtres, et chaque région du Maroc va nous raconter son histoire. Donc on va dans cette région-là, donc c'est ces sédiments qu'on voit ici en marron, donc dans l'anti-atlas, et c'est de l'anti-atlas que viennent toutes les trilobites, par exemple, que vous voyez dans la plage Jamafna. Les trilobites, ce sont des animaux qui ont existé dans le primaire, le paléozoïque. C'était des animaux marins. Ça veut dire que toute cette région-là était couverte par la mer à cette époque-là. Et sur la plage Jamafna,
Encore une fois, je vais vous parler, vous allez souvent entendre parler de sortir de ma bouche le mot musée. Rien qu'avec le musée, on peut avoir l'un des musées les plus riches du monde. Parce que le Maroc, il a fourni une quantité incroyable de musique. Faites juste encore une fois, trilobites à vendre sur Internet et vous allez voir la beauté. Ça fait mal au cœur un peu, mais de ce qu'on n'a pas dans le musée. Mais quand on a ça en collection, on se dit, moi personnellement, je me dis, cette espèce, ça me fait pas mal parce que j'ai son équivalent en collection. Le jour où on aura un musée, on pourra la montrer. Ce qui est triste, c'est de voir grandir nos enfants sans voir ça. De voir des générations grandir dans une ignorance de ce qu'est notre pays, la richesse de leur pays, et ça aussi, c'est une perte pour nous. Donc on va commencer par cette partie-là, qui est le paléozoïque. Et en plus de cette grande diversité de trilobites, moi je ne vais pas vous parler des trilobites ou des autres faunes qui vivent associées avec elles. Il n'y a pas que les trilobites, il y a les crinoïdes, il y a les orthocères, il y a des échinodermes, les étoiles. Donc ça aussi, c'est un autre débat, c'est plusieurs autres conférences. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les vertébrés. Et là, c'est un petit récapitulatif que je vous montre ici. Il n'est pas exhaustif, donc on part d'ici, qui est le Cambrien. Ça vous dit quelque chose maintenant, le Cambrien, l'explosion cambrienne. On part d'ici, l'Ordovicien. Tout ce que vous voyez ici en marron, ce sont des sites qui ont donné des fossiles. Donc on peut voir l'histoire. Et ça, c'est pas exhaustif, parce qu'il y a d'autres sites que je n'ai pas marqué ici, sinon ce sera une diapositive trop chargée. Donc on peut suivre l'histoire de la vie d'ici jusqu'à ce monsieur-là, qui est le monsieur de Jebel al-Kram, de Jebel al-Hud. Et cette reconstitution, on peut l'illustrer, cette histoire, on peut l'illustrer par des fossiles marocains, avec les paysages des régions où on a trouvé ces fossiles. Et malheureusement, ce qu'on trouve dans la région d'Al-Foud, où les fossiles sont bradés, je ferme la parenthèse. Donc on va commencer par cet environnement qui est le placoderme, donc c'est dans la région d'Al-Foud. Ce que vous voyez là, ce n'est pas des formations naturelles. Ça, ce sont les gens qui vivent de ça. Ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Moi, je ne sais pas ce que je ferais si mon salaire ne tombe pas chaque mois. Ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes, qui survivent avec ce commerce en appauvrissant leur tête. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas d'autre ressource que de faire ce qu'ils font. Mais il y a d'autres qui viennent pour profiter de leur labeur. Donc ce que vous voyez là, ce sont des gisements où on a sorti des animaux, des placodermes, et à l'époque, le Maroc qui était là, il était couvert par une mer. Et les continents qui existaient à l'époque, c'était le Gondwana et l'Euramérica, le grand continent. Donc là, c'était le contexte paléogéographique. Et ce que vous trouverez ici, vous trouverez que des animaux marins, trilobites, placodermes. Et voilà ce qu'on trouve au Maroc. On trouve toute cette faune-là. Donc ça, c'est un travail qui date de 1993. Donc j'ai oublié de mettre les références. C'est mon maître, Philippe Janvier. C'est un professeur. C'est quelqu'un qui a toute mon estime. Et je pense que c'est l'un des paléontologues, je le dis sans tromper, que l'un des paléontologues les plus en vue en France. C'est l'un des plus grands paléontologues français. Et c'est lui qui a fait les dessins et c'est lui qui a fait les reconstitutions. Donc on trouve ces animaux qu'on appelle les placodermes. Les placodermes, ce sont les animaux cuirassés, c'était les géants de leur époque. On trouve un Titanictis au Maroc. On trouve un placoderme qui appartient à un groupe de Dincleosteus. Là, c'est la reconstitution de cet animal-là, fait par un artiste. Et on trouve également plein de requins. On trouve des sélacantes, des acantoniens, des Eustelopterans. Ça, c'est un poisson. C'est entre guillemets, moi je juge les poissons. Il est plus proche de nous que de la sardine. C'est cet animal-là. Il y a une fille qui fait des yeux comme ça. Mais il est plus proche de nous. Pourquoi il est plus proche de nous? Parce qu'on a des caractères en commun avec lui. Quand vous observerez une sardine, donc les nageoires de sardine, ils ont des nageoires qui sont rayonnées. Et quand vous observez votre bras, vous pouvez le toucher, mais vous savez sans avoir à toucher, qu'on a ici une ceinture sur laquelle vient s'articuler un humérus et qu'il y a ici deux os qui forment l'avant-bras, et puis il y avait les doigts. Cet animal-là, qu'on appelle le sélacanthe, il avait la même constitution interne. Donc
donc les nageoires paires, les nageoires antérieures et les nageoires postérieures, et c'était des nageoires qu'on appelle monobasales. Ça veut dire qu'ils ont un squelette interne avec un os monobasal, 2 os, et ce qui pourrait former les doigts. Donc lui, il est plus proche des tétrapodes que ne l'est la sardine. Donc si on peut raisonner de groupes familiaux, de groupes monophylétiques, ça veut dire qu'ils qui ont un seul ancêtre commun, on ne peut pas le classer dans les poissons, parce qu'il est plus proche de nous. Il y a un autre poisson qui est comme ça, c'est le poisson, encore une fois, le sélaconte. Le sélaconte dont vous avez entendu parler, on croyait que les sélacontes sont des animaux qui ont complètement disparu au Dévonien, jusqu'aux années 40 du siècle dernier, où une maîtresse a trouvé dans un marché un sélaconte. Il était ébahi parce que pour elle, cet animal-là, ils ont disparu. Donc il l'a envoyé à l'American Museum, ils l'ont étudié, ils l'ont appelé Latimeria calimni. Donc le nom d'espèce, il a été dédié à cette dame qui l'a trouvé. Donc les sélacontes actuels, les sélacontes, ce sont des sortes de poissons, je mets encore entre guillemets, qui sont plus proches de nous, qui ne le sont, encore une fois, des sardines. Et là, c'est très important, ces animaux-là, parce qu'ils nous permettent d'illustrer cette étape de la sortie des eaux, avec ces organismes de vertébrés qui ont marqué les étapes qui ont précédé la sortie des eaux par les vertébrés. Titanictis, c'est un animal, je vous ai parlé tout à l'heure des anomalocaridés, ce sont des animaux qui étaient des animaux filtreurs, lui aussi c'est un animal filtreur. Et comme son nom l'indique, c'est un animal qui était de grande taille. Le poisson titan, Titanictis. Et on a un poisson titan dans la taille, donc on peut mettre un Titanictis ici, et ça sera une très belle exposition qui fera gagner beaucoup d'argent à l'Institut français au Maroc, et qui donnera un message, parce que là, ne serait-ce qu'avec le terme d'organisme filtreur, on peut mettre une baleine, on peut mettre un Titanictis, on peut mettre un Animalicaris pour montrer cette adaptation à un mode de vie filtreur ou microphage. Et puis il y a un autre animal qui n'est pas illustré ici, qui s'appelle Taphilalictis, le poisson de Taphilette. Le poisson de Taphilette, puis il y en a d'autres parce que c'est pas une liste exhaustive. Donc là je vous ai montré, je ne vais pas vous mettre une liste avec des noms barbares, mais juste je vous donne Taphilalictis parce qu'il porte le nom de la région de Taphilette. Mais on en connaît. Les organismes qui ont été décrits à l'époque, ils sont de loin plus importants que ça. On a une grande richesse fossilifère dans la région d'Al-Foud. En plus des ammonites, en plus des trilobites, pardon. Donc on passe, tout à l'heure on était là, en grisé. On va faire un saut dans le temps pour vous montrer d'autres vertébrés. C'est ma région de prédilection, c'est la région dans laquelle je passe beaucoup de temps quand je fais un peu de terrain. C'est dans la région d'Argana, dans le Haut-Atlas occidental, entre la ville de Imintanout et la ville d'Agadir. On trouve des choses extraordinaires également là-bas, donc extraordinaires. Donc chaque fois que je vous parle d'un site, c'est extraordinaire. Et c'est vrai, c'est extraordinaire. On trouve beaucoup de choses. Ce qui est important dans ce site-là, vous voyez bien qu'on passe d'une zone verte vers une zone bleue. C'est à cette époque-là, donc il y a une grande crise on passe entre deux mondes. Le monde du Paléozoïque et le monde du Mésozoïque. C'est là il y avait aussi une extinction en masse. Une extinction. Et ici, à cette époque-là, c'est l'une des extinctions les plus sévères que la Terre ait jamais vues. Plus importante, on entend beaucoup parler de l'extinction qui a entraîné la disparition des dinosaures nord-aviens. Donc, chaque fois que je parle des dinosaures qui ont disparu, mais ça, c'est une déformation professionnelle. Donc, on essaie d'être très rigoureux parce que tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi on parle de dinosaures nord-aviens qui ont entraîné la disparition des dinosaures nord-aviens. On parle beaucoup de cette extinction parce qu'elle est spectaculaire, mais c'est là. Elle est de loin plus dévastatrice. La vie a failli disparaître de la surface de la Terre. C'est la crise permo-triasique, parce qu'ici, il y a une époque qui s'appelle le Permien, une époque qui s'appelle le Trias. Et dans la région d'Argana, quelque part par ici, on trouve des animaux qui datent du Permien et des animaux qui datent du Trias. Et là, à l'époque, la Terre, tous les continents, il y avait la danse des continents. La danse des continents, c'est la tectonique des places qui a fait qu'à une époque au Carbonifère, tous les continents
ont buté les uns contre l'autre pour former un continent unique qu'on appelle la Pangée. Le Maroc était au centre de la Pangée. Il était là. Et après, donc l'Atlantique qui se divise, donc qui a divisé ce continent en deux. Et ça, on peut le voir dans les sédiments. Quand on voit des sédiments dans la région d'Argana et des sédiments sur des sédiments sur la côte est des États-Unis ou du Canada, c'est comme si on avait coupé un millefeuille en deux, avec une partie qui est restée au Maroc, une partie qui est divergée. C'est la même succession des couches sédimentaires. Donc c'était des sédiments, c'était une même histoire géologique, et même les animaux qu'on trouve dans ces sédiments sont identiques. Donc là, c'est une preuve que nous donnent les fossiles pour nous montrer que les sédiments, que les fossiles peuvent nous parler de paléogéographie. Donc je vais ouvrir également une autre parenthèse sur l'importance des fossiles pour nous dire que la géographie elle a changé. La première fois, avant même qu'on découvre le mécanisme de la dérive des continents, il y avait un chercheur sud-africain qui avait constaté qu'il y avait des petits reptiles qu'on appelle les mésosaures, des petits reptiles marins. Ces reptiles marins, des petits reptiles qui devaient vivre en eau douce, on les trouve en Afrique du Sud, on les trouve également au Brésil. On trouve également des plantes, les mêmes plantes qu'on les trouve en Afrique du Sud, au Brésil. On trouve des synapsides, ce sont des vertébrés dans notre lignée, les synapsides, on les trouve également les mêmes, répartis de part et d'autre, et même en Australie. Lui a dit, mais comment se fait-il? Est-ce qu'il n'était pas le seul à se poser des questions? Mais les autres scientifiques, qui manquaient peut-être d'imagination, qui n'étaient pas aussi fous que lui, ils disaient peut-être qu'à l'époque, la mer était basse, le niveau de la mer était basse, et que ces animaux pouvaient marcher des grands continents africains vers le grand continent américain. Ou bien que le niveau de la mer était basse, il y avait des îlots, et ces animaux pouvaient nager d'un îlot à l'autre. Possible. Mais lui, il était fou. Il a dit non, je ne vous crois pas. Regardez, l'Afrique, il s'emboîte bien dans l'Amérique. Et moi, je veux rien savoir. Je pense qu'à cette époque-là, ces deux continents étaient liés, collés. Plus tard, on trouvera le mécanisme. Et plus tard, on a trouvé le mécanisme quand on a pu observer. Avec l'invention des sous-marins, c'est très proche de nous, c'est dans les années 60. Avec la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'argent qui était donné pour fabriquer des sous-marins, donc les gens pouvaient aller sous la mer, et là on a observé, et même maintenant on peut mesurer le déplacement des continents. Donc on a trouvé le mécanisme qui fait que les sédiments, les continents se déplacent, c'est comme des radeaux. Chaque radeau se déplace en emportant avec lui certains animaux, certains végétaux, et vous allez voir, on va voir, et on le voit dans la paléontologie, que chaque radeau, chaque fois qu'il y a un radeau qui se déplace, les animaux qui vivent dans ce radeau, ils ont une histoire, une évolution différente. Quand les radeaux étaient collés les uns aux autres, on avait une répartition de la même histoire. Les animaux pouvaient se rendre visite, pouvaient échanger leurs gènes. Donc il y avait, mais chaque fois qu'il y a une séparation, il y avait cette séparation géographique. Les radeaux s'éloignent et chaque îlot, chaque grand continent part avec une histoire qui lui est propre. Donc là, c'était juste pour ouvrir une parenthèse pour vous dire l'impact de la connaissance paléontologique sur les connaissances paléogéographiques. Et ce sont des choses qu'on utilise même maintenant. Maintenant, pour le Maroc, pour ici le Maroc, il n'y a pas de question. Donc on ne peut pas bouleverser les connaissances actuelles sur la géographie, la paléogéographie du Maroc à cette époque, mais ce n'est pas le cas ici, par exemple. Ici, il y a plein de microcontinents qui vont former plus tard l'Asie du Sud-Est. Quand est-ce que les diverses terrasses se sont collées les unes aux autres pour former l'Asie? Et là, les fossiles en sont utiles. Par exemple, on a trouvé récemment j'ai eu le plaisir d'appartenir à l'équipe qui a fait ces terrains au Laos, et on a trouvé des dissonantes qui datent d'une époque géologique où il y a encore un débat sur est-ce que cette partie-là du continent asiatique, est-ce qu'elle était au Laos, est-ce qu'elle était collée
au continent asiatique, ou bien il en était séparé. Le fait d'avoir trouvé ces animaux, qui étaient des animaux terrestres, qui ne pouvaient pas longer sur une longue distance, ça a confirmé l'hypothèse selon laquelle le Laos, à cette époque-là, était déjà collé en Asie. Donc c'est juste voilà, un exemple de fossile qui nous renseigne sur la géographie ancienne. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, c'est un paysage de la région d'Argana, avec ici le petit village de Talaint. On l'appelle Talaint, c'est le petit village de la source. En berbère, Talaint, c'est la source, Lain. Et on a des sédiments rouges ici. Et là, on a des sédiments bleus, clairs. Donc là, c'est le regard du paléontologue, c'est le regard des géologues. Le paléontologue, il faut qu'il soit un biologiste, il faut qu'il soit un écologue, il faut qu'il soit un anatomiste, et il faut qu'il soit également un géologue. Donc si je veux chercher les vertébrés du Permien, il ne faut pas que j'aille ici. Je ne les trouverai jamais. Parce que, donc soit je me fais accompagner par un sédimentologue, soit je dois avoir une connaissance qui me fait savoir où est-ce qu'il faut aller changer, où est-ce qu'il faut aller chercher. Donc encore une fois, si vous venez de Marrakech vers Agadir, juste après Emitanout ou à Emitanout, sur votre droite, vous allez voir ça. Ça, ce sont des animaux, des falaises avec des sédiments clairs, et là, ce sont des falaises avec des sédiments rouge brique. Ce sont des sédiments qui se sont oxydés, ce sont des sédiments qui se sont déposés dans un milieu terrestre. Donc c'est des sédiments continentaux terrestres. Ici on trouvera des animaux terrestres, alors que là, c'est des sédiments qui sont plus récents. On trouve, ce sont des sédiments, c'est une ancienne mer, c'est des calcaires, et c'est des sédiments marins. Et si je vais chercher ici, je peux trouver des ammonites, mais je ne trouverai jamais les animaux sur lesquels je travaille. Donc là, c'est le travail du paléontologue. Donc il faut qu'il sache, par exemple, ici, vous avez un bon degré, et là, vous avez un autre bon degré, donc vous avez des argiles. Donc il faut savoir lire dans le paysage, il faut savoir lire dans le sédiment, il faut avoir une bonne connaissance de l'évolution des bassins sédimentaires. Donc là, c'est le village de Talaint, et voilà ce qu'on trouve. Donc là, c'est un article qui est sorti dans Science il y a quelques années. Ces animaux se sont enrichis. Donc là, c'est un artiste c'est un dessin pas très réaliste, mais ça va. Donc on a une faune du Permien, une faune du Trias. Ils ont c'est le même théâtre, mais avec des acteurs différents. Là, ce sont des dicynodontes. Pardon, ce sont des synapsidas. Les synapsidas, c'est notre groupe. Les synapsidas, c'était des animaux qui dominaient au Permien. Nous avons des parareptiles. Et là, nous avons une domination des eureptilia, avec ici le méga prédateur que je vais vous présenter tout à l'heure. Nous avons aussi un autre animal qui avait le même mode de vie que les crocodiles, mais ce n'était pas des crocodiles. Et vous avez ici des éthosaures, des animaux qui sont végétariens. Et ici, vous avez ce qu'on appelle, vous avez un animal avec un crâne sous forme d'un boomerang. Je vais vous les présenter un peu plus. Les animaux du Permien, donc vous avez l'Arganacéras. Vous avez cet étrange animal qui est sous forme, dont le crâne est sous forme d'un boomerang, Diplocolus. Ces animaux-là sont les derniers représentants de leur groupe, les Diplocolidae. Dans le niveau supérieur. Si vous voyez ça, je vous dis qu'est-ce que c'est que cet animal. C'est un croco. Mais c'est pas un crocodile. C'est ce qu'on appelle des phytosaures. Vu de loin comme ça, on peut croire à un crocodile. Mais là, c'est juste pour vous montrer les convergences de formes. Les animaux prennent la même forme quand ils vivent dans un même environnement. C'est comme les ixures, comme la baleine, à peu près. La baleine, comme ils avaient un corps fusiforme avec des nageoires, on dirait un poisson, mais non, c'est pas un poisson, c'est un mammifère. Donc là, c'était des animaux qui avaient le même mode de vie que les crocos, mais c'était pas des crocos. Et là, c'est le crâne, avec des orbites, avec des fenestrations au niveau de leur crâne. Ces animaux-là, ils ont 2 fenêtres au niveau de leur crâne. C'est pourquoi on les classe dans le groupe des diapsidas, les diapsides, les 2 trous dans le crâne. Les crocodiles actuels sont des diapsides, les oiseaux sont des diapsides, les crocodiles sont des diapsides, les serpents sont des diapsides, les reptiles diapsides. Nous sommes des synapsidas.
notre groupe, nous avons juste un seul trou au niveau de la région temporale de notre crâne. Il faut que je me freine parce que si je continue à parler, on est là à minuit. Donc là, si on passe au d'autres représentants du Trias, donc nous avons ici cet animal-là qui était reconstitué ici, c'est lui. Il s'appelle Mogrebaria, de Mogreb. Il a été trouvé dans le bassin d'Ariana, c'est l'un des plus, il appartient au groupe des décynodontes. Donc je vous le montre ici avec des représentants de ce groupe pour vous montrer la grande diversité de ces animaux-là. On trouve dans l'Argana, on trouve des décynodontes. Ce sont des animaux qui étaient caractérisés par de grandes canines, de grandes défenses avec, et sans dents, avec des becs, donc en guise de bouche. Et on les appelait les décynodontes, c'est les deux dents de chien, parce qu'on a vu que le dos croque en fait penser aux chiens, aux paléontologues qui les ont décrits pour la première fois. Dans l'Argana, on a décrit 3 espèces de ces animaux-là. Et des espèces de ces animaux-là, qu'on appelle les Rheosuchiens. Donc là, quelques exemples. Ce Rheosuchien, avec ici une mâchoire supérieure, avec les dents, une mâchoire inférieure. Un autre animal qu'on a trouvé, donc c'est moins parlant que lui parce qu'il a des dents, mais la même chose, là vous avez l'emplacement des dents. Et c'est un méga prédateur encore plus grand que l'Arcanosuchus. Là, lui, il est en cours d'étude, cet animal-là. Là, c'est la reconstitution de ces animaux. C'était les méga prédateurs de leur époque. Ce sont ces animaux qui ont été juste avant l'apparition des dinosaures. Les dinosaures, ils ont détrôner ces animaux-là dans le théâtre de la vie au Trias. Donc les dinosaures sont apparus au Trias et à partir du Trias, les animaux sont les grands prédateurs des milieux terrestres. Donc là, on fait un autre bond dans le temps et on va dans cette région-là qu'on appelle la région de Tezuda. C'est là où on a trouvé Tezudasaurus. On a même fait un timbre à l'effigie de Tezudasaurus. On n'a pas trouvé que Tezudasaurus, il y avait le Tezudasaurus. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Tezudasaurus? Parce qu'on a trouvé des squelettes complets, avec des jeunes, des individus juvéniles, et on peut reconstituer presque le crâne, le squelette complet de ces animaux. Donc je vous le présente ici. Donc là, ce sont pendant les fouilles, on a amené avec les étudiants de la fac des sciences à l'époque, avec un fémur de Tezudasaurus, avec ici une mâchoire inférieure qu'on voit ici, après préparation. Et là, vous avez un fémur de Tezudasaurus, ça vous donne la taille de l'animal. Et là, vous avez la reconstitution de Tezudasaurus. Hein, ça vous interpelle. Et là, on a un projet qui recule au fur et à mesure qu'on avance vers lui, j'espère qu'on pourra l'aboutir, c'est de construire un musée pour ce site, le site du Tezudasaurus. On n'a pas trouvé que le Tezudasaurus, on a trouvé un autre dinosaure qu'on appelait le Berberosaurus, qui est également le Berberosaurus, mais on ne trouve pas ça dans les manuels scolaires de nos élèves. Berberosaurus, c'était un carnivore, et le carnivore, c'était l'un des plus anciens représentants de son groupe, le groupe des abylosaures. Parce que les abylosaures, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, les abylosaures? C'est un nom qui ne vous dit rien, mais juste apprenez que, vous connaissez tous le T-Rex, Jurassic Park. Vous ne trouverez jamais de T-Rex en Afrique, à cette époque-là. Parce que le T-Rex, l'Afrique s'est séparée de l'Amérique, donc l'Afrique, il a amené avec elle son lot de dinosaures, et les dinosaures qui ont dominé, qui sont au top de la prédation, ce n'est pas les tyrannosauridés, qui eux ont dominé en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, en Gondwana, il y avait d'autres dinosaures, ce sont les abylosauridés. Et tout à l'heure, je vais vous montrer notre T-Rex à nous. Il est encore plus grand que le T-Rex. Le T-Rex à nous. Et c'est vrai. Nous avons 2 géants de carnivores. Et là, on a trouvé donc en plus de cet animal, le Berberosaurus, reconstitué par un artiste français, Michel Fontaine, on a trouvé le reste d'un autre dinosaure carnivore qui est le Berberosaurus. Et là, c'est le futur musée qui va abriter les restes de Berberosaurus et le reste de Tezudasaurus, et qui va raconter l'histoire géologique de la région et qui va nous raconter également l'histoire de ces animaux et l'histoire des dinosaures. Une autre découverte qui date de l'été dernier, août 2019, faite par des collègues, par des scientifiques anglais
et un collègue de l'université de la fac des sciences de Fès. Cet animal, il vous interpelle, ce sont les stégosaures. Les stégosaures, ce sont des animaux qui étaient caractérisés par la présence d'épines et des plaques au niveau de leur dos. Et on a trouvé dans la région d'Elmars, pas loin de la ville de Fès, dans le Moyen Atlas, des restes. Là, je vous montre des vertèbres des couilles, mais on a également trouvé des restes du mérus, des vertèbres du dos, d'un dinosaure qu'on appelait Adra Tirlitz. Adra, c'est le village le plus proche où vous en trouvez cet animal. Non, c'est Boulhafa, pardon. Adra, c'est la montagne. La montagne en berbère, Adra, ça veut dire Adra. C'est le dinosaure de l'Adra qui a été trouvé dans la région de Boulhafa. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, cet animal-là? C'est le plus ancien stégosaure connu. Quand on veut étudier l'histoire d'un groupe, on va chercher les plus anciens représentants de ce groupe parce qu'il a les caractéristiques qui nous permettent de connaître l'évolution du caractère. Donc il présente des caractères qui pourraient être supposés des caractères primitifs du groupe et on pourrait les étudier. Chaque scientifique, tous les scientifiques qui vont vouloir étudier un stégosaure devraient aller voir comment a été fait Adra Tirlitz. Donc là, c'est la reconstitution de Dacentrurus. C'est le plus proche parent de l'Adra Tirlitz. Ça veut dire qu'il doit avoir une forme qui doit ressembler, il doit être morphologiquement assez proche de cet animal-là. Et peut-être, parce que notre patrimoine paléontologique il est sous-étudié, peut-être qu'en retournant sur le terrain, on trouvera des restes plus complets de ces animaux. Et ça, c'est une découverte qui a été faite l'été dernier, 2019. Donc là, c'est le géant de l'Atlas. Le géant de l'Atlas que certains parmi vous ont peut-être vu au ministère de l'Énergie et des Mines, c'est l'Atlasaurus. L'Atlasaurus, le géant, le dinosaure de l'Atlas, Imlaqi parce qu'il est de grande taille, Imlaq. Et là, c'est la reconstitution de l'animal. Donc là, il était monté comme ça au ministère de l'Énergie et des Mines. Maintenant, ils l'ont monté différemment. Je ne sais pas comment. Enfin. Oui. Maintenant, parce que c'est une exposition qui a été démantelée maintenant, et il y a cette exposition, je ne sais pas si elle est ouverte au public, mais il y a cette exposition. On a remonté cet Atlasaurus, il est remonté au ministère, donc vous pouvez le voir. En plus d'un crâne, d'un autre dinosaure carnivore, et puis plein d'autres choses. Là, c'est la reconstitution de l'animal dans son milieu de vie avec son petit. Et là, c'est la reconstitution qui a été faite par un artiste dans les années 90. On n'a pas reconstitué comme ça au hasard, donc il y a un petit dinosaure carnivore qui est là, parce que dans les mêmes sites, on a trouvé des restes d'un dinosaure carnivore qui n'a pas encore été étudié, parce qu'elle est conservée dans des sédiments qui sont extrêmement durs et pas faciles à préparer. On monte plus loin, et on va ici, à la base du Crétacé supérieur, dans une région extrêmement riche, c'est les Kemkam. Les Kemkam, vous ne trouverez pas un seul gisement, un seul musée au monde où il n'y a pas des restes des Kemkam. Donc les Kemkam, c'est quelque part par là, c'est la frontière avec l'Algérie, ici. Donc cette région-là est extrêmement riche en fossiles. Il y a à la fois des animaux terrestres qui vivaient sur le continent, mais c'est l'époque du Crétacé où le niveau des mers a augmenté et beaucoup de régions marocaines sont couvertes par la mer, même les phosphates. Les phosphates actuels, ce sont les phosphates qui se sont déposés dans cette mer-là. Et dans cette région-là, on trouve des animaux du Crétacé que je vais vous présenter. D'abord, l'assemblage faunique. Dans cette région, on trouve deux âges différents. Un âge dans les Kemkam, donc tout ce que vous voyez là, ce sont des animaux qui ont été trouvés dans la région des Kemkam. Et là, des âges un peu plus âgés, plus jeunes, dans la région de Goulmima, on a des restes d'animaux marins. Donc là, c'est une faune terrestre qu'on trouve dans les Kemkam. Et dans la région de Goulmima, on a des sédiments qui sont plus jeunes, qui sont toujours des Crétacés, mais on trouve des mosasaures, on trouve des plésiosaures, on trouve des tortues, on trouve beaucoup de poissons. Et là, moi, je vais surtout vous parler de cette faune-là, la faune des Kemkam.
Comme vous pouvez le constater, il y a à la fois des amphibiens, des grenouilles, il y a des lézards, il y a des serpents, il y a des ptérosaures, il y a des amphibiens apodes, il y a plusieurs espèces de poissons, il y a des sélaciens, des requins, des poissons-scies, et il y a des dinosaures. Et l'une des caractéristiques des Kemkem, quand on voit la construction d'un écosystème, quel est le plus abondant dans un écosystème? Est-ce que ce sont les carnivores ou les herbivores? En général, c'est les herbivores. Parce que si les carnivores étaient dominants, ben, ils vont vider leur garde-manger. Mais dans les Kemkem, c'est l'inverse. Et ça, les scientifiques ne savent pas. On a des hypothèses. Mais regardez ici, tous ces dinosaures carnivores, ça correspond à des espèces différentes. Toutes les espèces ne sont pas marquées ici. Et très peu de dinosaures herbivores. Ça, c'est une construction écosystémique qui est inédite. Et on pense que parce que on trouve beaucoup de poissons, une faune marine très importante. On pense que les maillons primaires de la chaîne alimentaire devaient venir de ces animaux qui vivaient dans un milieu aquatique. Donc je vais vous présenter quelques représentants de ces Kemkem. Donc là, c'est juste un cladogramme montrant la diversité actuelle, les reptiles, les vertébrés actuels, avec en rouge tous les représentants qu'on trouve dans les Kemkem. Les seuls qu'on n'a pas trouvés pour le moment, c'est les mammifères. Et c'est facile à comprendre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mammifères étaient de toute petite taille. Pour trouver des mammifères, il faut chercher longtemps. Et surtout, il faut chercher des niveaux où on peut tamiser. Il faut pas que les sédiments soient fins, ils ne sont pas consolidés pour pouvoir tamiser et chercher les petites dents de mammifères. Ça viendra peut-être un jour. Mais tous les représentants des groupes actuels des vertébrés, on les trouve dans les Kemkem. Donc je vais vous montrer les plus spectaculaires, bien sûr. C'est le Carcharodontosaurus. C'est lui. Tout à l'heure, je vous ai parlé du T-Rex. Le Carcharodontosaurus, il est au moins aussi grand que le T-Rex. Et ça, c'est le méga prédateur de l'Afrique, du continent gondwanien. On a trouvé ses restes en Égypte, on a trouvé ses restes au Maroc, et un peu plus au sud. On l'appelait le Carcharodontosaurus. Carcharodon, ça veut dire requin. C'est une caractéristique. Vous pouvez vous promener. Si vous tombez sur ses dents, il a été nommé sur la base de ses dents. Parce qu'il a des dents qui ressemblent aux dents de requin. Et avec ces dents, quand on regarde les dents, c'est fabuleux de voir ça et de se dire c'est les dents d'un animal qui a vécu au Kemkem, mais c'était le méga prédateur. Et ces dents, ils ont très caractéristiques. Ils ont une sorte de comme des petites vagues qui forment sa dent. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas confondre la dent d'un Carcharodontosaurus avec la dent d'un dinosaure, d'un autre dinosaure carnivore. Il est montré ici avec le Rebbachisaurus. Le Rebbachisaurus, c'est un dinosaure qui a été trouvé herbivore. Ils sont très rares. On ne trouve pas beaucoup d'herbivores qui a été trouvé dans les années 40 par un paléontologue français. Les restes de ces dinosaures sont déposés au Muséum national d'histoire naturelle. Et là, on montre une scène avec les deux Carcharodontosaurus en train de suivre un pauvre un pauvre Rebbachisaurus. Et ces animaux étaient très particuliers parce que le Rebbachisaurus, on ne connaît pas son crâne, mais on a construit son crâne comme ça. C'est un crâne très particulier parce qu'il est proche d'un crâne d'un autre Rebbachisauridae qu'on a trouvé au Niger et qui a une mâchoire tellement fine que les chercheurs se demandent comment est-ce qu'ils pouvaient se nourrir. Peut-être qu'ils pouvaient se nourrir d'algues. Donc là, il a une mâchoire, il a une tête très particulière. Donc là, c'est la tête du Rebbachisaurus. On trouve d'autres dinosaures carnivores, comme lui. Donc lui, c'est le méchant grand, le Carcharodontosaurus. Mais on a également trouvé celui-là, de plus petite taille, avec ici un squelette monté par des collègues de Chicago. Parce que le Carcharodontosaurus, il est connu depuis le début du siècle dernier. Mais en 1996, il y a une équipe de chercheurs franco-marocains, des collègues du ministère de l'Énergie et des Mines et des collègues de Chicago qui ont trouvé le crâne, un crâne complet. C'est à ce moment-là qu'on a su à quoi ressemble cet animal. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de la taille de cet animal. Mais ils n'ont pas trouvé que le Carcharodontosaurus, ils ont trouvé cet autre animal très agile qu'ils ont appelé le Deltadromeus agilis.
delta Dromaeus parce qu'il devait vivre dans des deltas, et Agilis parce que c'était certainement un animal qui était très, très agile. Et c'est pas tout. Pour ceux qui ont vécu, qui ont vu le dernier de Jurassic Park, ils ont dû voir ce dinosaure avec ce museau très allongé. Et ça, c'est l'un des plus grands dinosaures jamais connus, le Spinosaurus. Là, pour vous donner une idée de la taille, là, ça fait 2 mètres. Donc je vous laisse deviner la taille déjà de ces vertèbres. Ils sont plus hautes qu'un homme. Et qu'est-ce qu'il a de particulier outre sa taille, cet animal-là? Il avait un museau allongé, donc là c'est une adaptation à un mode de vie piscivore. Donc il devait manger du poisson. Essayez la prochaine fois quand vous êtes dans une piscine d'attraper quelque chose dans l'eau en faisant comme ça. Si vous faites comme ça, l'objet que vous voulez attraper, vous le chassez avec l'eau. Mais si vous prenez des baguettes, vous pouvez l'attraper. Donc là, c'est une adaptation à manger dans un milieu aquatique. Donc il devait manger, se nourrir dans un milieu aquatique. Là, c'est le Spinosaurus. Et là, il a été reconstitué en position de nage. Parce qu'on pense que par sa morphologie, et également en étudiant l'histologie osseuse. Son histologie osseuse a dit aux collègues qui l'ont étudié en 2017, il a été étudié plus tôt que ça, que c'était certainement un dinosaure qui devait vivre dans un milieu aquatique. Là, c'est juste un exemple d'autres choses qu'on peut trouver dans les Kincums. Ça, c'est les restes d'un crâne. Hamadasucus orbolis, c'est un crâne d'une conservation exceptionnelle qui est conservé au Royal Ontario Museum au Canada. Là, je fais une exception, je vous parle d'autre chose que les vertébrés. C'est parce que dans la région, c'est pas donc je vais finir. Sinon, je vous raconte une histoire de 400 millions d'années. Donc là, c'est les crabes. Donc là, dans cette région, on a trouvé un gisement à conservation exceptionnelle. Conservation exceptionnelle, c'est comme si la vie s'est figée. Et on a des animaux qui sont en conservation, c'est le mot exceptionnel. On a même trouvé des petits poissons dont on a trouvé les fibres nerveuses qui sont conservées, les fibres nerveuses qu'on peut observer en microscope électronique. Donc on peut voir une grande diversité également dans ces gisements. Outre, donc là c'est des petites lentilles sédimentaires où on trouve des animaux qui sont en cette conservation exceptionnelle. Et je vais finir avec les gisements des phosphates. Également, une conservation exceptionnelle. Qu'est-ce qu'ils nous racontent les phosphates? Ils nous racontent une histoire qui s'est passée ici, entre le Mésozoïque et le Cénozoïque. Encore une histoire qui s'est passée au milieu d'une crise, qui nous raconte une crise. Quand j'avais avec mes étudiants, j'allais dans la Khaliga pour leur montrer les sédiments de Khaliga, ils touchent cette crise avec leurs doigts. Parce qu'on va dans des sites ici qui sont de cet âge-là. Parce qu'au Khaliga, quand on va dans les gisements des phosphates, on ne se pose pas la question si on va trouver des fossiles. On trouve des fossiles. On trouve toujours des fossiles. Mais on se demande qu'est-ce qu'on va trouver. On trouve des vertèbres, de mosasaures, de plésiosaures, des richesses extraordinaires. Mais on trouve même des squelettes complets. Donc quand on va fouiller dans des sédiments qui sont de cet âge-là, ils trouvent des mosasaures, des mésosaures, rarement des dinosaures, des ptérosaures. Tu vois, c'est des animaux qui vous font rêver, c'est un peu loin de nous. En moins d'un mètre au-dessus de ces couches, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des tortues, des mammifères, des oiseaux. C'est des animaux, des crocodiles, qui sont plus proches de nous. Donc on passe d'un monde de reptiles marins géants à un monde qui nous est plus familier, le Cénozoïque. Donc là, on voit cette crise. Donc il s'est passé quelque chose, mais nous, ce qu'on voit, c'est le passage du Mésozoïque vers le Cénozoïque. Et là, je vais vous présenter cette faune. Jusqu'à ce jour, on a décrit plus de 340 espèces dans les phosphates. Et comme tout à l'heure, je vous ai mis en rouge les animaux qu'on trouve. On trouve des crocodiles, on trouve des oiseaux, on trouve des lézards, des tortues, des mammifères, des ptérosaures, des dinosaures carnivores et herbivores, des mosasaures, des plésiosaures. Et là, c'est le pourcentage qu'on trouve les animaux les plus abondants dans les phosphates. Ce sont les requins.
Ça, c'est facile à comprendre. Parce qu'un requin, les requins, on les trouve surtout par leurs dents. On trouve une infinité, des tonnes et des tonnes de dents de requins. Pourquoi? Parce qu'un requin, au cours de sa vie, vous avez les dents de lait et les dents définitives. Un requin, pendant sa vie, il peut produire des milliers et des milliers de dents. C'est comme des sortes de tapis roulants. Donc avec les dents les plus anciennes qui tombent et des nouvelles dents qui se forment. Et comme ils forment beaucoup de dents, on trouve dans les phosphates une infinité de dents de requin. Même des cartons entiers de dents de requin. C'est pas pour rien, que dans le symbole de l'OCP, donc il y a les 5 continents plus les dents de requin. Mais même les phosphates du Maroc, les phosphates, ils ont été datés, ouais. Les phosphates du Maroc, ils ont été datés grâce aux dents de requin. Parce que ce sont ce qu'on appelle des fossiles stratigraphiques, ce sont des fossiles qui permettent de dater, de donner un âge précis aux sédiments qui les entourent. Je vais vous présenter. Donc il y a également des mammifères. Lui, c'est Phosphaterium. Là, une tortue très particulière que je vous présenterai tout à l'heure. Il n'a pas une tête de tortue, mais c'est une tortue. Est-ce que vous croyez à ce que je vous dis? Parce que quand on remonte l'histoire de la vie, on tombe sur des animaux qui sont tellement fous qu'on se demande comment ils pouvaient se nourrir. Donc je reviendrai tout à l'heure sur cette tortue fabuleuse. D'abord les dinosaures qu'on trouve dans les phosphates. On a trouvé un dinosaure carnivore qui est lui, Achenanisaurus. Il y a un grand dinosaure herbivore qui est représenté par son fémur et toute la patte postérieure. Donc lui, ces restes-là sont conservés à l'OCP. Donc là, nous commençons à avoir une belle collection de vertébrés fossiles des phosphates. Et cette mâchoire de ce Coliocarcharodontosaure, c'est un abylosaure. Ce sont les grands dinosaures qui ont diminué leur écosystème terrestre. Donc on a trouvé cet animal-là qu'on a appelé Shenanisaurus, parce qu'il était trouvé dans une région qui s'appelle Sidi Shenan. Ce dinosaure-là, il n'a pas été nommé parce qu'il ne possède pas des éléments distinctifs qui nous permettent de lui donner un nom. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'il appartient à un groupe de dinosaures qu'on appelle les titanosauriformes, mais on ne peut pas le distinguer des autres. Pour pouvoir créer une nouvelle espèce, il faut avoir des caractères qui n'existent nulle part ailleurs et qui nous permettent de dire que ces os-là peuvent porter le nom d'une espèce. C'est ce qu'on appelle un holotype. Un type, c'est le fossile qui porte le nom. Et dans les phosphates, on a un fossile qui porte un nom. Ça, c'est très important dans l'histoire et dans la vie d'un musée, d'avoir des holotypes. Et eux, on ne les a pas trouvés dans les phosphates, c'est juste pour faire échelle. On trouve également des ptérosaures. Ça, c'est une découverte récente qui a été faite l'année dernière. On a trouvé dans les phosphates au moins cette espèce de ptérosaure. Parce qu'il faut se dire que le Crétacé des phosphates, c'est le Maastrichtien. Le Maastrichtien, c'est la dernière époque qui a vu la disparition des dinosaures noraviens. Et à l'époque, on pensait que ces animaux deviennent de plus en plus rares. Mais dans les phosphates, on trouve une grande diversité de ces animaux. Et là, cette reconstitution a été faite spécialement pour les faunes qu'on trouve dans les phosphates. Et ce que vous voyez là, ce sont les restes d'un de ces animaux-là. Ptérosaure, c'est un as d'archidés. Ce sont les vertèbres du cou d'un ptérosaure. On trouve également des mosasaures, on trouve des plésiosaures, on trouve des ptérosaures, comme je viens de vous le dire. On trouve également des tortues. Les tortues, ce sont un groupe qui a existé depuis le Trias jusqu'à maintenant. Les tortues ont traversé toutes les crises biotiques. Et dans les phosphates, on les trouve dans les Maastrichtiens, mais ils sont plus abondants quand ces animaux-là ont disparu. C'est comme si... Et même les crocodiles, on les trouvait ici, les crocodiles dans les phosphates. Le plus ancien est Gavialidé, il provient des phosphates. Les plus anciens, les gavias, ce sont des crocodiles avec un museau très étroit. Et lui, c'est un prognathodon. C'est les gens. Ils peuvent atteindre une taille de 15 mètres de long. Plusieurs espèces de ces mosasaures sont décrites dans les phosphates. Et on a leur crâne dans les collections de l'OCP.
Là, c'est la tortue dont je vous ai parlé. Donc là, il est en train de vous regarder. Et regardez la forme de son museau. On appelait la tortue paille. Son museau, il est comme ça. Jamais on a décrit, on ne connaît aucun animal qui a cette forme-là. Incroyable. On se pose des questions, comment est-ce qu'il pouvait se nourrir? Malheureusement, on n'a pas la mâchoire inférieure, mais on a la mâchoire supérieure. Il avait un crâne, c'était un sorte de mélange entre une baleine à bosse, avec un crâne très élargi, très aplati, et un hippocampe. L'hippocampe, ce sont des poissons qui ont un museau très allongé. Et là, c'est son crâne en vue dorsale, avec les yeux ici, avec les narines, avec son museau très étroit et allongé. Et là, c'est le museau en vue antérieure, vers l'avant, et là, vers l'arrière. Donc, les vertèbres du cou venaient s'insérer ici. Et c'est l'une des tortues les plus grandes qui ait jamais existé. On l'a appelée Osepekelon. Osepekelon, c'est la tortue de l'OCP. Hein, il faut bien qu'il ait sa tortue. Et il y a aussi Osepeya. Il n'y a pas que pour les tortues. Il y a Osepeya, qui est le nom qui a été donné à un mammifère trouvé dans les fossiles. Il y a aussi un Marocosuchus. C'est un crocodile qui a été trouvé également dans le gisement des phosphates de l'OCP. Et c'est une tortue qui devait écumer les mains, donc elle devait nager au ras de l'eau avec ses orbites qui étaient à l'extérieur, avec ses narines qui étaient juste au-dessus des yeux. Les narines, elles sont là. Il devait nager parce que les tortues, il y a certaines tortues qui peuvent agrandir de façon très large leur pharynx pour absorber l'eau. Donc, il devait peut-être nager dès qu'il y a un petit poisson qui passait à proximité, et le happer. Ou peut-être elle vivait au ras de l'eau, on remis au lavage et on apprend les animaux qui vivaient. Donc ça, c'est comme on ne connaît pas, on n'a pas le poste crânien, c'est très difficile de lui donner un mode de vie. Toujours est-il, c'est une tortue qui est extraordinaire avec un museau allongé et sous forme de paille. Là, il s'est passé quelque chose. C'est la crise biotique. Donc il s'est passé quelque chose. Donc on passe d'un monde vers un autre monde. C'est le monde des animaux. On trouve également des tortues. Donc ce sont des tortues qui ont été trouvées dans les phosphates. On trouve des lézards, d'autres tortues. On trouve des restes d'un varan. Ça, c'est une carapace de tortue. On trouve des crocodiles, beaucoup de crocodiles. Donc lui, c'est lui alors comme ça, c'est le plus ancien gavialoïdé connu, donc on trouve des crocos. Donc là, il date du maastrichtien, lui. C'est le plus ancien représentant du groupe des gaviales. Ça, c'est le Marocosuchus, c'est un autre espèce de croco qui existe dans les phosphates, qui avait un mode de vie différent. Pour que toutes ces espèces puissent vivre ensemble, il ne faut pas qu'ils mangent la même chose. Il faut qu'ils aient une adaptation pour se nourrir différemment. Donc lui, il devait avoir un mode de vie plus généraliste par rapport à ces animaux-là que je vais vous montrer. Comme lui, par exemple, il avait un museau très allongé, très étroit, qui devait se nourrir, qui devait être spécialisé pour attraper les poissons. Et là, c'est un spécimen qui existe dans les phosphates maintenant, les collections de l'OCP, donc avec un crâne et tout le squelette post-crânien. Elle était conservée, repliée sur lui-même. D'autres crânes, d'autres espèces de crocos qu'on trouve dans les phosphates. Toujours, ils appartiennent au groupe des Dirosauridés. C'est des animaux qui avaient un crâne très, très allongé. D'autres crânes complets de crocos avec ce stylo qui fait échelle. Une reconstitution d'un Dirosauridé. Et bien sûr les tortues. Et on trouve également des mammifères. Et lui, c'est Phosphaterium. C'est un animal c'est un crâne qui est écrasé sur lui-même. Ce que vous voyez ici, c'est en vue latérale. Vous avez l'orbite, vous avez les dents en vue latérale. Et là, vous avez le palais de la mâchoire droite. Donc le bout, donc l'avant c'est là, l'arrière c'est là, et là c'est le palais. C'est comme si sa mâchoire supérieure a été cassée en deux. Et l'étude de ce crâne a montré qu'il appartient aux proboscidiens. Les proboscidiens, c'est le groupe des éléphants. Et c'est le plus ancien proboscidien connu. C'est le gros groupe des éléphants. Donc lui, il n'y a pas que lui, on a trouvé un autre proboscidien de son âge. Et encore une fois, si on veut étudier l'évolution de ce groupe-là, on est obligé de venir étudier Phosphaterium.
Donc là, c'est la reconstitution de son crâne, avec la reconstitution de l'animal. Il ne devait pas encore avoir de trompe à l'époque, mais on a une petite naissance de mâchoire supérieure qui va évoluer plus tard pour former une trompe. OCPA, tout à l'heure je vous ai parlé d'Ocepeculum, donc on a également OCPA, qui est également un mammifère carnivore qu'on a trouvé dans les phosphates de Khlibga. Donc là j'ai été un peu pessimiste tout à l'heure, mais là je vais finir avec une note d'optimisme en pensant que tous les projets de musées qui sont là, dont on parle, qu'on essaie de faire concrétiser, verront le jour. Il y a le musée de Khlibga, il y a le musée d'Azila, il est bien avancé lui, le musée de Tazouda, avancé, mais il faut encore travailler. Et là, nous avions trouvé un architecte, ça c'était un rêve, j'ai commencé à rêver quand j'étais encore à Marrakech, on avait trouvé un architecte qui était assez passionné pour nous accompagner dans un projet de musée. Il nous a même fait ça gratuitement, il nous a fait parce il nous manquait juste un terrain que l'université malheureusement n'a pas travaillé avec nous pour l'avoir, parce que le terrain était là. Et il nous a fait une architecture sous forme d'un trilobite conçu pour travailler, pour fonctionner avec l'énergie solaire. Et on avait tout pour concrétiser ça. On garde encore l'espoir de concrétiser ce bel espoir pour avoir un vrai musée à Marrakech. Et sur ces notes, je ne vais pas vous apprendre à quoi sert un musée. Un musée, c'est pour la diffusion, pour garder les collections, et pour la recherche scientifique, et bien sûr pour la diffusion de la connaissance. Là, c'est un projet, c'est une exposition qu'on avait faite en 1999 à Paris, du temps du Maroc. Le temps du Maroc, c'est une exposition, c'est la seule exposition qui rend hommage et qui rend justice aux fossiles du Maroc. C'est la seule exposition que j'ai vu, qu'on avait fait à l'époque, avec ici le dinosaure de l'Atlasaurus, et qui montrait la diversité sans être exhaustive, il montrait une belle image du patrimoine paléontologique marocain. Et merci de votre attention. Merci, c'était passionnant. Merci pour toute cette histoire. Bon, on a pu avoir un exposé conséquent. On peut peut-être prendre une question pour les... Alors, vous avez parlé en fait des musées et des projets de musées. Quels sont ceux pour lesquels on a une date d'ouverture qui est très proche, voire même ceux qui sont déjà... Normalement, ils devraient être déjà ouverts. Mais les musées sont malheureusement, on a un peu mis de la charrue avant les bœufs quand on les a construits. Un musée, on ne construit pas des murs avant d'avoir parlé de ces lois. Quand on a fait certains de ces musées, on a construit un musée avec des gens, avec des talents, et quand le scénographe est venu, donc on est à ce niveau-là. Donc on a c'est vrai, j'oublie que j'ai une petite voix. Et donc ces musées, ils sont là. Donc c'est comme au Maroc. Donc il suffit parfois d'une étincelle, d'un déclic, on a tout. On a un scénographe qui est bien, on a une équipe scientifique qui est là, on a un musée qui est construit. Ben, il faut que les gens qui ont en charge ça soient plus... Peut-être qu'ils ont d'autres responsabilités administratives, que quand on leur parle, ils sont toujours très dynamiques, ils veulent que ça se concrétise. Et puis après, quand chacun rentre dans son université, ben, les choses n'avancent pas. Mais je ne peux pas vous dire franchement quand est-ce qu'aura lieu le prochain musée. J'espère pouvoir... j'espère qu'on a de bons espoirs pour qu'on ait à Marrakech. Des espoirs qui sont vraiment très concrets. Donc là, également, il suffit de ça. On a tout. Et là, j'espère que ce musée se concrétisera à Marrakech. Une autre question ? C'était plus une question, je ne sais pas si vous pourriez avoir la réponse, de prospection concernant la 6e extinction de masse, à savoir si on avait des moyens d'anticiper les formes de vie qu'on aurait dans le futur. J'ai un collègue, je peux vous donner, c'est un exercice qui ne me tombe
compte pas. C'est plus, on m'a déjà posé la question, on rentre plus dans la spéculation parce qu'on ne sait pas quelles sont les conditions demain, quelle adaptation peut être favorable à tel organisme, on peut avoir une idée. J'ai un collègue, je vous donnerai ses emails, son email, qui est chercheur au muséum, au CNRS, et qui a même fait un livre sur les animaux du futur. Et lui, il a fait cet exercice en regardant les animaux actuels, comment ils vivent, et il a dit que cet animal, il aura cette forme-là dans X millions d'années. Mais là, moi, je ne peux pas vous dire... Est-ce qu'un historien peut dire qu'est-ce qui va se passer dans la peau? Non. Donc moi, je regarde des fossiles, je regarde des faits et j'essaie d'expliquer l'histoire passée. Mais la connaissance du passé permet parfois mieux d'appréhender le futur aussi, et je comprends. Oui, la connaissance du passé peut nous dire par exemple qu'il faut être prudent vis-à-vis de la biodiversité et de ne pas penser qu'à nous, et de dire que les écosystèmes terrestres sont des écosystèmes très fragiles. Ils peuvent se régénérer, mais il ne faut pas trop leur demander. Donc ça, c'est le genre de sagesse qu'on peut acquérir en étudiant le passé. Mais vous avez raison, c'est quand on voit, je sais pas moi, quand on voit un animal qui, par exemple l'ours polaire. L'ours polaire, maintenant, c'est un animal qui vit maintenant, qui passe beaucoup de temps dans l'eau que sur Terre. C'est un bon nageur. Et sa morphologie, son mode de vie, me fait penser aux premiers archéociens, ou à certains animaux tétrapodes qui ont donné lieu aux baleines. Donc j'en peux penser que s'il garde son mode de vie, si ça devient pour lui plus avantageux de plonger dans l'eau pour avoir de la nourriture, vu qu'il y a un réchauffement climatique qui fait que plus tard, donc il n'aura pas d'endroit où il pourra vivre, peut-être que lui pourra évoluer plus tard, si on le laisse évoluer vers un mode de vie plus aquatique. Bonsoir. J'ai une petite question par rapport aux objets qui se vendent au niveau de Merzouga. Il y a beaucoup d'objets, il y a un peu de tout, il y a même des sanitaires qui se vendent, des fossiles qu'on trouve à Merzouga et dans les régions d'Arfour et tout ça. Est-ce qu'il y a quelque part un contrôle sur les fossiles qui sont rares et qui, si on les perd vêtements comme ça et on les vend parfois à 200 dirhams l'objet, c'est une grande richesse qui serait perdue pour le Maroc. Est-ce qu'il y a un organisme ou bien quelqu'un qui contrôle tout ça? Et merci. Malheureusement, non. En deux phrases, non. Malheureusement, on n'a pas cette structure. On n'a pas... il y a une loi qui vient d'être votée pour protéger le patrimoine paléontologique. Maintenant, il est permis aux gens de vendre. Mais le ministère veut contrôler. Mais on ne pourra jamais contrôler si on n'a pas une structure, si on n'a pas un musée. Si on interdit, les fossiles ne vont pas être vendus. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ils vont disparaître par l'érosion. La meilleure façon de faire, c'est d'avoir un vrai musée, avec des équipes de chercheurs à qui on donne les moyens d'aller sur le terrain. Parce que ma carrière, c'est presque du militantisme. Quand on va sur le terrain au Maroc, c'est au détriment en général. Heureusement, maintenant, ça tend à changer. On donne plus de moyens, puis il y a des appels d'offres internationaux. On peut soumettre, donc on peut avoir de l'argent, mais beaucoup de collègues, c'est au détriment de leur confort familial. Mais pour répondre à votre question, malheureusement, on n'a pas ce contrôle sur ce qui sort. On a instauré ça avec l'OCP. L'OCP, il a les moyens de faire ça. Avec l'OCP, on a essayé de créer des relations de confiance avec les gens qui cherchent les phosphates. Et qui cherchent les fossiles, ils ont maintenant une compétence incroyable. En 2 fois 3, en 3 fois rien, donc ils vous sortent un crâne complet d'un mosasaure. Donc l'OCP, lui, il a un regard. Il essaie d'avoir un regard, parce que quand il y a beaucoup d'argent qui circule, on ne peut pas tout gérer, mais l'OCP, il a un regard sur ces fossiles et il achète. C'est comme ça qu'on a constitué une collection dans l'OCP, parce que maintenant les collègues de l'OCP sont de plus en plus conscients de ce patrimoine.
naturel. Ils veulent le conserver, ils veulent l'avoir, ils veulent le partager. Donc dans l'Akhd el-Gaoui, il y a ce contrôle, un petit contrôle. Mais dans la région de Merzouga, Al-Foud, non, il n'y a pas de contrôle. Ce qu'on peut faire, c'est avec les chercheurs, parce que moi je connais des gens qui vont de ça, je leur dis si vous trouvez quelque chose d'important, faites-le moi savoir. Si on peut sauver. Mais dans la mesure des possibles, on essaie d'avoir des fossiles qui restent dans les musées, dans nos collections, pour que le jour où on aura un vrai musée, on pourra les valoriser. Ce que je vous vois, c'est de préserver les conférenciers. Bonne soirée à tous et puis au mois prochain, on parlera de météorites marocaines.